Introduction, le message à la communauté. Le pari d'un mari millionnaire, elle pleurerait en recevant les papiers du divorce à Noël. Au lieu de cela, elle lui a remis une petite boîte contenant 2 surprises choquantes qui l'ont laissé, lui et sa famille, dans un regret éternel. Bonjour, ma belle famille. Que le Tout-Puissant vous bénisse au-delà de toute mesure. Qu'il remplisse vos cœurs de joie, vos foyers de paix et vos vies d'un amour infini. Que chaque pas que vous faites soit guidé par la lumière, et que vous vous sentiez toujours chéri et protégé. Amen. Si vous êtes ici avec moi maintenant, manifestez-vous en commentaire, et si vous ressentez l'amour et le lien que nous partageons, écrivez « Je suis avec Monsieur Peter ». N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Votre soutien garde notre famille forte. Vous n'êtes pas seulement mon public. Vous êtes ma famille, ma force et mon plus grand trésor. Chapitre 1, la victoire de la mère. Ce fut le matin où Lupita Harris découvrit que sa valeur ne se mesurait pas en larmes, mais au tremblement des mains de ceux qui l'avaient sous-estimé. La neige tombait sur le domaine Sambert, telles les cendres d'un empire en flammes. Elle se tenait devant les baies vitrées du manoir du Connecticut. Son reflet était l'image même du sang-froid. La robe en soie émeraude qu'elle portait, choisie spécifiquement pour ce moment, captait la lumière de l'arbre de Noël de près de 4 mètres qui trônait derrière elle. Chaque détail de cette matinée avait été orchestré, des boucles d'oreilles Tiffany qu'Alan lui avait offertes pour leur premier anniversaire, à l'application subtile du parfum que sa mère, Eleanor, jugeait trop exotique pour leur cercle. Chérie, tout le monde attend dans le salon. La voix d'Alan Sambert portait ce ton particulier de condescendance qu'il avait perfectionné au cours de leurs 5 années de mariage. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, son costume italien impeccable, son sourire contenant toute la chaleur du gel de décembre au dehors. Lupita se tourna lentement. Ses mouvements étaient délibérés. Bien sûr qu'ils attendent. Le salon réunissait toute la dynastie Sambert. Eleanor Whitmore Sambert était assise dans son fauteuil à oreilles semblables à un trône, ses cheveux argentés coiffés à la perfection, son jugement déjà rendu par la légère courbure de ses lèvres. Harrison Sambert se tenait près de la cheminée, consultant sa montre Patek Philippe avec une impatience théâtrale. Geneviève se prélassait sur le canapé, son téléphone prêt à documenter l'humiliation qui allait se dérouler. Lupita, la voix d'Eleanor traversa la pièce comme du cristal qui se brise. Comme il est approprié que tu te joignes enfin à nous. Bien que je suppose que la ponctualité n'a jamais été une priorité dans ton milieu. Il y a 5 ans, de tels mots auraient piqué au vif. Il y a 5 ans, Lupita était la brillante jeune avocate de Thibodaux, en Louisiane, qui avait attiré l'attention d'Alan lors d'un gala de charité. Elle avait renoncé à son poste chez Turgot Brennan & Associates, renoncé à défendre ceux qui ne pouvaient se défendre eux-mêmes, renoncé à tout pour devenir Madame Alan Sambert. Elle avait enduré leur cruauté subtile, leur rappel constant qu'elle n'était qu'une invitée dans leur monde, et non un membre. « Mes excuses, Eleanor, dit Lupita en prenant place sur le canapé en face d'eux. Je choisissais le cadeau parfait pour cette occasion. Alan s'éclaircit la gorge, sortant une enveloppe de sa veste avec le geste d'un magicien révélant son grand tour. Lupita, nous devons discuter de notre avenir, ou plutôt, de son absence. Il posa l'enveloppe sur la table basse entre eux. À travers le papier coûteux, elle pouvait voir l'entête de Cromwell, Ashmont & Associates, les avocats spécialisés en divorce les plus impitoyables de la ville. 5 ans, poursuivit Alan, sa voix prenant une qualité répétée. 5 ans que nous essayons de faire fonctionner cela, mais soyons honnêtes, nous venons de mondes différents. Cela ne pouvait pas durer. Geneviève leva légèrement son téléphone, prête à capturer le moment où Lupita s'effondrerait. Harrison changea de position, mal à l'aise, mais complice. Le sourire d'Eleanor s'élargit imperceptiblement. Lupita tendit la main vers l'enveloppe, ses doigts stables alors qu'elle l'ouvrait. Elle lut les termes « Abandon de toute prétention sur les actifs Sambert », un règlement modeste qui couvrirait à peine un studio dans le Queens, et bien sûr, aucune mention de l'entreprise qu'elle l'avait aidé à bâtir. « Tu as toujours été trop ambitieuse pour ton propre bien », ajouta Eleanor, incapable de résister à l'envie de remuer le couteau dans la plaie. Une fille du bayou jouant à la poupée en Dior, pensais-tu vraiment que tu avais ta place ici? Lupita posa doucement les papiers, puis se leva avec la grâce qu'elle n'avait pas apprise de leur coach en étiquette, mais de sa grand-mère, Evangeline Harris, qui avait élevé 9 enfants avec dignité malgré les tentatives des lois de Jim Crow pour la leur arracher. Avant que vous ne m'escortiez dehors, dit Lupita en marchant vers l'arbre de Noël, j'ai un cadeau pour vous.
Elle récupéra une petite boîte enveloppée de papier argenté ornée d'un simple ruban blanc. Le poids de l'objet dans ses mains ressemblait à la justice elle-même. Elle la plaça devant Alan avec la même précision cérémonielle qu'il avait utilisée pour les papiers du divorce. « Ouvre-la » dit-elle simplement. Les doigts d'Alan s'activèrent sur le ruban avec une incertitude soudaine. À l'intérieur de la boîte, nichée dans du papier de soie blanc, se trouvaient 2 enveloppes. Sa main hésita avant de choisir la première. En lisant, la couleur quitta son visage comme le vin d'un verre renversé. C'est. Ce n'est pas possible. Ce ne peut être légal. Chaque signature est authentifiée, chaque transfert documenté, déclara Lupita. Sterling Blackwood a pris possession du Samber Development Group à minuit. La vente a été finalisée il y a 3 mois. C'est impossible. Harrison s'avança. L'entreprise est au nom d'Alan. En fait, l'interrompit Lupita, si vous vérifiez les documents de constitution d'il y a 3 ans, lorsqu'Alan a eu besoin de mon expertise pour naviguer dans cette enquête fédérale, vous constaterez que la société holding est à mon nom. Un détail sur lequel votre fils a insisté pour des raisons fiscales. Il était si confiant que je ne comprendrais jamais les implications. Eleanor se leva de sa chaise, son calme se fissurant. Tu ne peux pas faire ça. Cette entreprise vaut 800 millions de dollars à l'évaluation actuelle, termina Lupita. Bien que Sterling ait payé une prime pour la satisfaction d'acquérir l'empire de son rival. Les mains d'Alan tremblaient alors qu'il attrapait la seconde enveloppe. L'image de l'échographie tomba sur la table, suivie du rapport médical du docteur Adaïs Okonko, la meilleure obstétricienne de l'État. 12 semaines, dit doucement Lupita. L'héritier que vous me pressez de produire depuis 5 ans. Le petit enfant qu'Eleanor exigeait comme preuve que je pouvais contribuer à quelque chose de valable pour l'héritage Samber. Le silence qui suivit fut absolu. Le téléphone de Geneviève gisait oublié sur ses genoux. Harrison s'agrippait au manteau de la cheminée comme s'il pouvait stabiliser son monde. Eleanor s'affaissa dans son fauteuil, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans aucun son. « Tu as planifié cela » murmura Alan, les papiers se froissant dans sa poigne. « Tu savais pour Céleste, pour tout. » Lupita sourit alors, non pas avec cruauté, mais avec la satisfaction tranquille d'une femme qui avait joué sur le long terme et gagné. Il y a 6 mois, quand tu l'as emmenée à la maison du vignoble, le week-end de notre anniversaire, j'ai su. Quand Eleanor a dit aux dames du Providence Club que j'étais, assez fertile malgré mes origines, j'ai su. Quand Harrison a suggéré que je devrais être reconnaissante du privilège de porter le nom Samber, j'ai su. Elle marcha vers la porte, puis se retourna pour un dernier regard sur la famille qui avait essayé de la briser. Vos papiers de divorce sont acceptés. Mes avocats chez Carrington, Dubois et Méridian s'occuperont des détails. Quant à l'enfant. Aux enfants, en fait, ce sont des jumeaux. Ils connaîtront leur valeur dès la naissance. Ils ne m'en diront jamais de miettes à la table de qui que ce soit. Lupita, attends. Alan s'élança, mais elle leva la main. Joyeux Noël, dit-elle. Puissiez-vous enfin comprendre ce que cela fait de perdre tout ce que vous pensiez vôtre de droit. Alors qu'elle traversait le hall en marbre pour la dernière fois, ses talons claquant contre la pierre comme un conte à rebours vers leur ruine, Lupita entendit la voix d'Eleanor se briser. Appelez Sterling. Il doit y avoir un moyen. Mais Lupita savait qu'il n'y avait rien. Chaque mouvement avait été calculé, chaque document était blindé. La fille de Thibodeau avait joué selon leurs règles et gagné avec une main qu'il n'avait jamais vue venir. Dehors, son chauffeur et non plus le leur attendait avec la Bentley qu'elle avait achetée à son propre nom le mois dernier. Alors qu'il s'éloignait du domaine, la neige tombant toujours comme une bénédiction, Lupita posa sa main sur son ventre et chuchota, « Votre histoire commence par la victoire de votre mère. » La dynastie Samber avait parié qu'elle pleurerait. Au lieu de cela, elle leur avait donné de quoi pleurer pour des générations. Chapitre 2, l'héritier caché. L'appel survint à minuit, 3 jours après Noël, alors que la vérité s'était enfin installée dans les os d'Alan Samber comme un froid hivernal qu'aucun feu ne saurait réchauffer. Lupita se tenait sur la terrasse de son nouveau Penthouse, 40 étages au-dessus de Central Park, acheté sous son nom de jeune fille 6 mois plus tôt, observant les lumières de la ville se flouter à travers la neige tombante. Le téléphone sonnait avec la persistance du désespoir. Elle le laissa sonner 7 fois avant de répondre. Tu étais au courant pour les jumeaux depuis le début. La voix d'Alan était rauque, dépouillée de son vernis habituel. Tu savais, et tu m'as laissé tout gâcher.
Je savais beaucoup de choses, répondit Lupita, sa voix portant une chaleur qu'elle ne gaspillerait plus jamais pour lui. Je savais pour tes rendez-vous du mardi avec Céleste au Carlisle. Je savais pour le compte à Zurich que tu croyais caché. Je savais que ta mère a dépensé 50 000 $ pour enquêter sur mon passé, espérant trouver quelque chose qui justifierait sa haine. À travers les baies vitrées, elle pouvait voir son reflet, non pas la femme diminuée qu'ils avaient essayé de créer, mais le phénix qui renaissait de leurs cendres. La grossesse lui allait bien, ajoutant un éclat qu'aucun des soins du visage coûteux d'Eleanor n'avait jamais atteint. « Ma famille veut te rencontrer, dit Alan, les mots s'arrachant à lui comme une confession d'un coupable. Ma mère. Elle n'a pas dormi depuis Noël. Le conseil menace de destituer mon père de la présidence depuis que la vente de l'entreprise a été rendue publique. » Lupita rentra à l'intérieur, s'installant dans le fauteuil en cuir italien sur mesure qu'elle avait choisi pour son soutien parfait. Le Penthouse était tout ce que le domaine Sambert n'était pas, chaleureux, vibrant, rempli d'œuvres d'artistes noirs dont Eleanor avait qualifié le travail de « trop politique » pour leurs murs. Ta mère, dit Lupita lentement, savourant chaque mot, m'a dit un jour que je devrais être reconnaissante que tu m'aies choisi, malgré mes déficiences évidentes. Elle m'a suggéré de prendre des traitements hormonaux pour s'assurer que les enfants auraient de bons cheveux. Elle a engagé un coach vocal pour éliminer ce qu'elle appelait mes malheureuses inflexions de Louisiane. Elle a changé. Le rire de Lupita fut riche, authentique. Vraiment? Ou a-t-elle simplement découvert que ses petits-enfants, les seuls héritiers Sambert, seront élevés par la femme qu'elle a passé 5 ans à essayer d'effacer? Le souvenir de son premier dîner de famille avec les Sambert restait vif. Elle avait porté sa plus belle robe, soigneusement choisie pour être conservatrice, mais élégante. Eleanor l'avait inspectée comme du bétail aux enchères, notant chaque défaut perçu. La conversation avait été un champ de mines d'insultes codées et d'exclusions prudentes. Ils avaient parlé de vacances européennes qu'elle n'avait jamais prises, de pensionnats qu'elle n'avait jamais fréquentés, de gens qu'elle ne connaîtrait jamais. Ta sœur a posté des photos de moi sur son Instagram privé, poursuivit Lupita. Elle m'a appelé, l'œuvre de charité d'Alan, et a fait des paris avec ses amis sur combien de temps je tiendrais. Ton père a suggéré que j'arrête de pratiquer le droit parce qu'il était, inconvenant, pour une épouse Sambert de travailler. Chaque jour pendant 5 ans, ta famille a clairement fait comprendre que j'étais temporaire. Elle entendait la respiration d'Alan, saccadée et désespérée. Derrière lui, elle pouvait distinguer la voix d'Eleanor, aiguë et exigeante, « Demande-lui pour les enfants. Demande-lui ce qu'elle veut. » Ce que je voulais, dit Lupita en se levant pour se verser un verre de jus de poire pétillant de la carafe Baccarat, c'était une famille. Ce que je voulais, c'était utiliser mon diplôme de droit pour aider ton entreprise à surmonter ses défis juridiques. Ce que je voulais, c'était élever des enfants qui connaîtraient les deux côtés de leur héritage. Mais vous avez tous clairement fait comprendre que ce que je voulais était sans importance. L'ironie ne lui échappait pas. Les Sambert, qui avaient passé des générations à bâtir leur empire sur le dos du travail des autres, se retrouvaient maintenant à mendier des miettes à quelqu'un qu'ils avaient considéré comme inférieur. L'entreprise que l'arrière-grand-père d'Alan avait fondée, en utilisant des contrats douteux et des travailleurs exploités, était maintenant entre les mains de Sterling Blackwood, un homme noir qui avait bâti sa fortune de manière éthique et brillante. Les jumeaux, dit Alan, la voix se brisant légèrement. Sais-tu ce qu'ils sont? Garçons, filles? Un de chaque, répondit Lupita. Parfait en tout point. Ils porteront mon nom de famille, bien sûr. Harris. Ils connaîtront leur histoire, toute leur histoire. Les racines de Louisiane que ta mère trouvait si déplaisantes. Les ancêtres qui ont survécu à ce que les tiens ont infligé. La force qui vient de la lutte, pas de l'héritage. Elle se dirigea vers son bureau à domicile où les murs affichaient ses réussites, son diplôme de droit de Howard, ses distinctions pour les droits civiques, les photos de l'époque où elle défendait ceux qui ne pouvaient s'offrir la justice. Toutes les choses qu'elle avait rangées en épousant Alan, pensant que l'amour exigeait des sacrifices. Je t'aimais, dit soudain Alan. Quoi que tu penses, je t'aimais. Tu aimais l'idée de moi, corrigea Lupita. La belle épouse noire qui te donnait l'air progressiste. La brillante avocate qui pouvait régler tes problèmes. La femme fertile qui pouvait te donner des héritiers. Mais tu ne m'as jamais assez aimé pour me défendre quand ta mère m'a traité urbaine, au country club. Tu ne m'as jamais assez aimé pour quitter le lit que tu partageais avec Céleste pour assister aux funérailles de mon père. Benjamin Harris était mort seul dans un hôpital de Louisiane pendant qu'Alan était dans les hantons avec sa maîtresse.
Lupita avait tenu la main de son père alors qu'il s'éteignait, lui promettant qu'elle ne les laisserait pas la briser. C'était à ce moment-là qu'elle avait commencé à planifier. Sterling Blackwood veut rencontrer mon père, dit Alan, changeant de tactique. Il exige qu'Harrison démissionne de tous ses postes au conseil. Il dit que tu as des documents prouvant les délits d'initié de ton père, ses pratiques d'embauche discriminatoires, les pots de vin aux fonctionnaires municipaux. Lupita sourit. Oui, je les ai. Votre famille était si confiante en mon ignorance. Vous avez tout laissé accessible. Chaque mot de passe enregistré. Chaque document sans surveillance. Vous discutiez de crimes au dîner pendant que je restais silencieuse, supposant que je ne comprenais pas. Le bruit de verre brisé traversa le téléphone. La rage d'Harrison trouvait enfin une expression physique. Elle entendit la voix d'Eleanor s'élever. C'est de l'extorsion. Nous la poursuivrons pour tout. Sur quel motif, demanda Lupita, sachant qu'il pouvait l'entendre. Tout ce que j'ai fait était légal. Chaque transfert correctement documenté. Chaque vente légitime. Votre contrat prénuptial. Celui conçu pour me laisser sans rien, protégeait en fait mes actifs séparés. C'est l'arroseur arrosé, comme on dit. Elle afficha l'image de l'échographie sur sa tablette, étudiant les deux petits cœurs battant à un rythme parfait. Ces enfants ne connaîtraient jamais le poids écrasant de l'amour conditionnel. Ils ne s'assieraient jamais à une table où leur existence même était tolérée plutôt que célébrée. Il doit y avoir quelque chose que tu veux, dit Alan désespérément. Un arrangement que nous pouvons trouver. Des droits de visite, peut-être, une garde partagée? Ma mère est prête à s'excuser. Ta mère est prête à mentir, l'interrompit Lupita. Tout comme elle a menti en souriant à notre mariage, tout en disant à ses amis qu'elle nous donnait 2 ans maximum. Tout comme elle a menti quand elle a dit qu'elle aimerait tous les petits-enfants que nous aurions, tout en priant secrètement pour qu'ils tiennent d'elle. Elle ouvrit un autre document sur son ordinateur. Le fonds fiduciaire qu'elle avait établi pour les jumeaux, financé par la vente de l'entreprise. Il ne manquerait de rien, mais plus important encore, il ne devrait rien à personne. Geneviève a besoin de ça, tenta encore Alan. Elle est rejetée par la société. L'embarras de ce qui s'est passé. Les gens rient d'elle. Elle a perdu son poste au comité du gala du mai. Le même poste qu'elle utilisait pour s'assurer que je ne sois jamais invité malgré mes dons, demanda Lupita. Comme c'est malheureux pour elle. Le système intelligent du Pentouse annonça un visiteur, son avocat, Thaddeus Carrington, arrivait pour leur réunion du soir. Contrairement à l'avocat de la famille Sambert qui l'avait traité comme un meuble lors des négociations prénuptiales, Thaddeus respectait son intellect et avait aidé à élaborer sa vengeance parfaite. Je dois y aller, dit Lupita. Ma vraie famille arrive demain. Ma mère, mes tantes, mes cousins. Les gens que ta famille a bannis de notre réception de mariage parce qu'ils pourraient mal comprendre le ton de l'événement. Lupita, s'il te plaît. Les enfants naîtront en juillet, dit-elle, sont-on sans appel. Vous recevrez une notification par les voies légales appropriées. Toute tentative de contourner l'accord de garde entraînera la divulgation de certains enregistrements de vos dîners de famille. Je crois que les pensées d'Eleanor sur la reproduction et la pureté raciale feraient des titres fascinants. Tu nous as enregistrés? Chaque instant, confirma Lupita. Chaque insulte déguisée en inquiétude, chaque injure enveloppée dans la soie. Chaque fois que tu es resté silencieux pendant qu'il me diminuait. Tes enfants n'entendront jamais ces enregistrements. Mais ils existeront comme assurance contre l'ingérence de ta famille. Elle fit une pause, regardant une photo sur son bureau, elle enfant avec son père, tous deux rayonnant de joie lors d'un pique-nique paroissial en Louisiane. Benjamin Harris avait été concierge, mais il s'était comporté avec plus de dignité qu'Harrison Sambert n'en avait jamais possédé avec tous ses millions. Veux-tu connaître la véritable tragédie, Alan, demanda doucement Lupita. Si ta famille m'avait accepté, vraiment accepté, je t'aurais aidé à bâtir un empire qui comptait. J'aurais utilisé mon expertise juridique pour rendre ton entreprise inattaquable, légalement et éthiquement. Ces jumeaux auraient uni 2 mondes, créant quelque chose de beau à partir des 2 héritages. Mais la haine de ta famille était plus forte que sa cupidité, ses préjugés plus profonds que son désir de postérité. Nous avons été des imbéciles, chuchota Alan, et pour la première fois, il semblait qu'il pouvait réellement comprendre. Non, corrigea Lupita. Vous étiez exactement ce que vous avez été élevé pour être. La différence, c'est que maintenant,
il y a des conséquences. Alors qu'elle mettait fin à l'appel, Lupita sentit les jumeaux bouger, un frémissement de vie qui lui rappelait pourquoi elle avait tant enduré. Ses enfants naîtraient libres, vraiment libres, des chaînes dorées que les Samber avaient essayé d'enrouler autour d'elle. Demain, Evangeline Harris arriverait de Louisiane, apportant la chaleur et la sagesse que le domaine Samber n'avait jamais possédé. Elles installeraient la chambre d'enfants ensemble, la remplissant de couleurs et de culture, d'amour et de rire. Sa mère accrocherait la courte pointe faite par l'arrière-grand-mère de Lupita, une femme née en esclavage qui avait vécu pour voir ses arrière-petits-enfants obtenir leur diplôme universitaire. Cette courte pointe signifierait plus que tous les meubles de créateurs que les Samber auraient pu acheter. Les héritiers cachés ne le resteraient plus, mais ils ne seraient jamais des armes dans la guerre des Samber pour la pertinence. Ils seraient simplement des enfants, aimés et protégés, élevés par une femme qui avait appris que parfois, la plus grande victoire consiste à s'éloigner avec sa dignité intacte et leur empire en ruine. Dehors, New York scintillait de promesses. Quelque part dans ce labyrinthe de lumière, les Samber découvraient que leur argent ne pouvait acheter ce qu'ils avaient perdu, que leur nom ne pouvait commander ce qu'ils avaient détruit, et que leur héritage ne serait rien d'autre qu'un compte moral sur le prix des préjugés. Les jumeaux bougèrent à nouveau, plus forts cette fois, comme s'ils déclaraient leur propre indépendance. Lupita posa ses deux mains sur son ventre, sentant leur force, leur persistance, leur refus d'être niés. Vous êtes déjà aimés, leur chuchota-t-elle. Vous êtes déjà puissants. Vous êtes déjà tout ce qu'ils craignaient que vous soyez. Et c'est pour cela, mes précieux, que nous avons déjà gagné. Chapitre 3, la préparation en béton. 6 mois avant Noël, alors que la chaleur de la Louisiane collait encore à sa peau depuis les funérailles de son père, Lupita Harris était assise dans une bibliothèque de droit de Manhattan à 3 heures du matin, bâtissant sa guerre en silence. Le programme des funérailles, posé à côté de son ordinateur portable, Benjamin Harris, père bien-aimé, pilier de la communauté. L'homme qui lui avait appris que la dignité n'était pas quelque chose que l'on pouvait vous prendre à moins que vous ne la leur donniez. Alan n'était pas venu. Il avait envoyé des fleurs avec une carte signée par sa secrétaire, tandis qu'il passait le week-end dans les hantons avec Céleste Beaumont, ignorant que les caméras de sécurité de l'hôtel avaient capturé chacune de leurs entrées et sorties. C'était la nuit où Lupita cessa d'être Madame Samber et se souvint qu'elle était Lupita Evangeline Harris, diplômée summa cum laude de Howard Law, la femme qui avait gagné Thornwood C. État de New York à 27 ans, l'avocate qui avait fait trembler des hommes puissants dans les tribunaux. Vous travaillez encore tard ? La voix de Sterling Blackwood avait percé sa concentration. Elle avait levé les yeux pour le trouver debout dans l'encadrement de la porte, sa présence remplissant l'espace avec le genre de pouvoir qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Sterling. Elle avait été surprise, mais pas alarmée. Ils s'étaient rencontrés lors de conférences juridiques avant son mariage, quand elle était encore quelqu'un, au lieu d'être la femme de quelqu'un. Qu'est-ce qui vous amène à la bibliothèque de droit à cette heure ? La même chose que vous, j'imagine, avait-il dit, s'installant dans la chaise en face d'elle avec une précision élégante. Planifier quelque chose qui exige une discrétion absolue. Elle l'avait étudié. L'homme qu'Alan craignait le plus, le concurrent qui avait bâti un empire sans richesse héritée ni connexion, l'homme d'affaires qui n'avait jamais oublié d'où il venait. Sterling Blackwood avait commencé avec rien d'autre que son intelligence et sa détermination, et maintenant il possédait la moitié de l'immobilier commercial le plus précieux de Manhattan. Mes condoléances pour votre père, avait-il dit, et contrairement aux platitudes vides qu'elle avait reçues du cercle Samber, sa sympathie avait du poids. Benjamin Harris était un homme bon. Je me souviens quand il venait à mon bureau, fier comme un paon, montrant à tout le monde vos photos de remise de diplôme en droit. Des larmes qu'elle ne s'était pas autorisée aux funérailles menaçaient de faire surface. Vous connaissiez mon père ? Il a fait la maintenance dans mon immeuble pendant 10 ans, avait répondu Sterling. Il n'a jamais manqué un jour, parlait toujours de sa brillante fille qui allait changer le monde. Il a eu le cœur brisé quand vous avez arrêté de pratiquer. Le poids de cette vérité s'était abattu sur ses épaules. Elle avait tout abandonné pour un homme qui ne pouvait même pas assister aux funérailles de son père. Que recherchez-vous ? Avait demandé Sterling en jetant un coup d'œil à son écran. Elle avait hésité, puis opté pour l'honnêteté. Le droit sur le transfert d'actifs d'entreprise. Plus précisément, comment transférer légalement la propriété d'une entreprise lorsque vous êtes le propriétaire silencieux sur le papier. Les yeux de Sterling s'étaient aiguisés d'intérêt. Alan ne sait pas que vous possédez le Samber Development Group. Ce n'était pas une question. Elle avait hoché la tête lentement. Il y a 3 ans,
lors de l'enquête fédérale sur leur pratique de travail, Alan avait besoin de quelqu'un avec un casier vierge pour détenir les actifs de l'entreprise. Il était si confiant que je ne comprendrais jamais ce que je signais. Mais vous avez compris. J'ai écrit ma thèse sur les structures de propriété d'entreprise, avait-elle dit avec une satisfaction sombre. Je savais exactement ce que ces papiers signifiaient. Je suis la propriétaire légale depuis 3 ans alors qu'Alan supposait que ce n'était qu'une formalité. Sterling s'était adossé, un sourire jouant sur ses lèvres qui aurait terrifié quiconque en connaissait la signification. Et maintenant, vous voulez vendre. Au bon acheteur, avait-elle confirmé. Quelqu'un qui comprend ce que signifie tout prendre à ceux qui pensaient que vous n'étiez rien. Cette nuit-là, ils avaient commencé à planifier. Sterling avait fait venir son équipe d'avocats, tous brillants, tous discrets, tous des gens qui avaient été sous-estimés par des hommes comme les Sambert. Ensemble, ils avaient élaboré une vente qui était tout à fait légale et totalement dévastatrice. Nous aurons besoin de preuves de tout, avait dit l'avocate principale de Sterling, une femme nommée Imani Okafor, lors de leur 2e réunion. Chaque insulte, chaque affront, chaque moment où ils ont révélé leur vraie nature. Lupita avait sorti son téléphone, leur montrant l'application qu'elle avait installée. J'enregistre depuis 2 mois. Chaque dîner, chaque rassemblement, chaque moment privé où ils pensaient que je n'écoutais pas. Les enregistrements étaient accablants. Eleanor discutant de son espoir que les petits-enfants tiendraient plus du côté de leur père. Harrison expliquant à ses copains de golf que Lupita était, articulée pour quelqu'un de son milieu. Geneviève riant avec ses amis de la façon dont elle avait convaincu le conseil de charité que Lupita ne serait pas un bon choix pour leur comité. Mais l'enregistrement le plus dommageable était celui d'Alan lui-même, ivre à son enterrement de vie de garçon d'un enregistrement que Geneviève avait partagé et expliquant comment épouser Lupita était une bonne optique pour les problèmes de diversité de l'entreprise. C'est de l'or, avait dit Imani. Mais nous avons besoin de plus que de simples griefs personnels. Nous avons besoin d'un levier financier. C'est alors que Lupita avait révélé sa 2e arme. J'ai accès à tout. Chaque compte, chaque transaction, chaque affaire qu'ils ont jamais conclue. Ils font des affaires devant moi comme si j'étais un meuble. Au cours des semaines suivantes, elle avait tout documenté. Les délits d'initié d'Harrison menés via des comptes offshore auxquels il accédait depuis son ordinateur personnel. Le détournement de fonds d'Eleanor de l'association caritative qu'elle présidait, caché dans des dépenses pour frais administratifs. L'évasion fiscale de Geneviève, acheminant son fonds fiduciaire par des sociétés écrans pour éviter le paiement. Ce sont des criminels, avait dit Sterling simplement face aux preuves. Des criminels riches et protégés, mais des criminels tout de même. C'est pourquoi cela doit être parfait, avait répondu Lupita. Une erreur, et ils utiliseront leur relation pour me détruire. Elle avait passé des heures dans cette bibliothèque, rédigeant des documents qui étaient des œuvres d'art juridique. L'accord de vente avec Sterling comprenait des clauses empêchant toute annulation, peu importe ce que les Sambert tenteraient. Les arrangements de garde qu'elle avait déposés secrètement étaient en béton, basés sur l'abandon documenté d'Alan et l'hostilité enregistrée de la famille. La plus belle pièce était le contrat prénuptial lui-même. Les avocats des Sambert avaient été tellement concentrés sur la protection des actifs visibles d'Alan qu'ils avaient ignoré la clause sur les biens séparés acquis pendant le mariage. Chaque achat que Lupita avait fait, chaque investissement en son nom propre était protégé. Vous avez pensé à tout, avait dit Sterling un soir, en passant en revue les documents finaux. Pas à tout, avait-elle répondu. Je n'ai pas pensé à ce qui se passera après, quand ils réaliseront ce que j'ai fait. C'est là que vous aurez besoin d'alliés, avait-il dit. Le genre de personnes qui comprennent que l'argent n'est pas le pouvoir, la connaissance et la préparation sont le pouvoir. Il l'avait présenté à un réseau dont elle ignorait l'existence. Des professionnels noirs prospères qui avaient été exclus du cercle Sambert. Des cadres latinos qui avaient été ignorés pour des promotions dans les entreprises d'Harrison. Des investisseurs asiatiques qui avaient été exclus du « club des vieux garçons ». Tous impatients de voir l'empire Sambert tomber. Nous attendions quelqu'un comme vous, lui avait dit un entrepreneur technologique nommé Kenji Yamamoto. Quelqu'un avec un accès interne et le courage de l'utiliser. Il l'avait aidé à organiser sa nouvelle vie. Le pantouse acheté par l'intermédiaire d'une fiducie introuvable. Les soins médicaux de médecins qui ne feraient pas de rapport au Sambert. L'équipe de sécurité qui la protégerait lorsque tout serait révélé. Mais le coup de maître avait été le timing. Elle avait découvert sa grossesse le lendemain des funérailles de son père.
Des jumeaux, l'ironie ultime. Les héritiers que les Sambert la pressaient de produire depuis des années arrivaient juste au moment où elle partait. Vous auriez pu partir tranquillement, avait dit Imani un jour. Prendre un règlement et disparaître. Pourquoi faire ça? Lupita avait pensé à son père, mourant pendant qu'elle était assise à la garden party d'Eleanor, faisant semblant de s'intéresser aux arrangements floraux. Elle avait pensé à chaque jeune femme à qui on avait dit qu'elle devait être reconnaissante pour des miettes tombées de table qu'elles avaient aidé à construire. Parce qu'ils ont besoin de savoir ce que ça fait, avait-elle dit. De se faire tout prendre par quelqu'un qu'ils n'ont jamais considéré comme une menace. La préparation avait été méticuleuse. Chaque document notarié, chaque enregistrement sauvegardé à plusieurs endroits, chaque éventualité planifiée. Elle avait même organisé la confrontation du matin de Noël, sachant que la famille serait réunie, leur arrogance à son apogée. Vous partez en guerre, avait observé Sterling la veille de Noël. Non, avait corrigé Lupita. La guerre est finie. Ils ignorent simplement qu'ils ont déjà perdu. Maintenant, assise dans son bureau du Penthouse, passant en revue les messages des avocats d'Alan, essayant de trouver une quelconque faiblesse dans son plan, Lupita sourit. Il ne trouverait rien parce qu'il n'y avait rien à trouver. 6 mois de préparation avaient construit une forteresse qu'il ne pouvait briser. Ses amis bougeaient en elle, et elle posa sa main sur son ventre. Votre mère est beaucoup de choses, leur chuchota-t-elle. Mais elle n'est jamais prise au dépourvu. Le téléphone sonna. Un autre avocat, une autre tentative désespérée de défaire ce qui ne pouvait l'être. Elle laissa tomber sur la messagerie vocale. Le temps de la conversation était révolu. C'était maintenant le moment de regarder un empire tomber, un document parfaitement légal à la fois. Chapitre 4, la première supplique de la famille. Eleanor Whitmore Sambert n'avait jamais supplié pour quoi que ce soit au cours de ses 71 années de privilèges, mais le désespoir la conduisit au Penthouse de Lupita par une froide matinée de janvier, son orgueil s'effritant comme un vieux parchemin. Le portier n'avait pas reconnu son nom. Ce fut la première humiliation, devoir expliquer qui elle était à quelqu'un qui, autrefois, se serait précipité pour lui ouvrir les portes. La seconde fut d'attendre dans le hall pendant que la sécurité confirmait son rendez-vous, assise sur un banc comme n'importe quel visiteur ordinaire tandis que les résidents passaient, certains la reconnaissant et chuchotant derrière des mains manucurées. Lorsque l'ascenseur privé s'ouvrit enfin sur l'étage de Lupita, Eleanor se retrouva dans un espace qui défiait tout ce à quoi elle s'attendait. Pas l'excès tapa accent grave l'œil des nouveaux riches qu'elle avait imaginés, mais une élégance discrète avec de l'art africain ornant les murs, et des œuvres de photographes de Louisiane capturant la beauté qu'Eleanor avait toujours rejetée comme pittoresque. Lupita se tenait près des fenêtres, vêtue de cachemire blanc hivernal qui soulignait l'éclat de sa grossesse. Elle ne se retourna pas quand Eleanor entra, faisant attendre la femme plus âgée comme une solliciteuse à la cour. « Vous êtes venue seule » dit finalement Lupita, sa voix portant l'autorité qu'Eleanor avait autrefois revendiquée comme son droit de naissance. « Je m'attendais à ce qu'Harrison vous accompagne. Il gère habituellement les difficultés de la famille. » Harrison est en réunion avec des avocats spécialisés en faillite, dit Eleanor, les mots amers comme de l'absinthe. Sterling Blackwood détruit systématiquement chaque partenariat que mon mari a construit en 40 ans. Lupita se retourna alors, et Eleanor vit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué en 5 ans, l'acier sous la soie. Ce n'était pas la femme qui était restée silencieuse pendant les dîners de famille. C'était l'avocate qui avait terminé major de sa promotion, qui avait gagné des procès contre des chances impossibles, qui avait joué un jeu plus long qu'aucun d'eux n'avait imaginé. « Je vous en prie, asseyez-vous » dit Lupita en désignant un fauteuil qui coûtait probablement plus cher que l'hypothèque mensuelle d'Eleanor sur le domaine qu'il risquait de perdre. « Puis-je vous offrir du thé ? J'ai un délicieux rooibos d'Afrique du Sud. Ou peut-être préférez-vous le Darjeeling que vous disiez toujours être le seul choix, civilisé. » La moquerie était subtile, mais coupante. Eleanor s'assit, son tailleur Chanel ressemblant à une armure de papier. « Je suis venu discuter des enfants. » « Mes enfants » corrigea Lupita, s'installant dans son propre fauteuil avec la grâce de quelqu'un qui avait appris que le pouvoir n'était pas hérité, mais gagné. Ce que vous avez qualifié de « nécessité malheureuse » lors du rassemblement du mémorial Day de l'année dernière. Le visage d'Eleanor rougit. Elle avait oublié les enregistrements, la surveillance constante qu'elle n'avait jamais soupçonnée de la part de quelqu'un qu'elle considérait à peine digne d'attention. « J'ai eu le temps de réfléchir » commença Eleanor, son discours préparé vacillant déjà. « Peut-être ai-je été dur dans mes évaluations.
Le rire de Lupita fut riche, authentique, dévastateur. Dur. Est-ce ainsi que nous l'appelons? Vous avez engagé un détective privé pour prouver que j'en voulais à l'argent d'Alan. Vous m'avez suggéré de faire de la chirurgie esthétique pour affiner mes traits. Vous avez dit au conseil d'admission de Pemberton Prep que tous les enfants que nous aurions nécessiteraient une considération spéciale en raison de leur héritage mixte. Chaque mot était un poignard, placé avec précision. Les mains d'Eleanor tremblaient alors qu'elle fouillait dans son sac à main, sortant une enveloppe qu'elle avait espéré ne jamais voir le jour. J'ai écrit une lettre, dit-elle, l'offrant comme un drapeau blanc. Une excuse publique. Je l'enverrai à tous les bulletins de la haute société, à chaque club, à chaque conseil où j'ai siégé. Lupita ne prit pas l'enveloppe. Au lieu de cela, elle afficha quelque chose sur sa tablette, la tournant pour qu'Eleanor puisse voir. C'était une vidéo d'il y a 3 Noëls. Eleanor tenant la cour à sa fête annuelle, expliquant à son cercle pourquoi elle avait assis Lupita dans un coin. C'est de la gentillesse, vraiment. Elle est plus à l'aise avec le personnel. Ils se comprennent. Une lettre, dit doucement Lupita, n'efface pas des années de cruauté délibérée. Le calme d'Eleanor se brisa enfin. Que veux-tu? De l'argent? Nous n'en avons plus. Le domaine? Il est hypothéqué pour couvrir les dettes d'Alan. Le nom de famille? Tu l'as déjà détruit. Je veux que vous compreniez, dit Lupita, se levant pour marcher vers une étagère où trônaient des albums photos. Elle en sortit un, l'ouvrant pour révéler des photos qu'Eleanor n'avait jamais vues. Voici ma famille. Ma grand-mère, Evangeline, qui a élevé 9 enfants après que mon grand-père a été tué pour avoir essayé de s'inscrire sur les listes électorales. Ma tante Cordelia, qui a intégré le programme de soins infirmiers de l'Université de l'Alabama. Mon cousin Isaiah, qui dirige une clinique d'aide juridique à la Nouvelle-Orléans. Elle tourna les pages, chaque image témoignant d'une force qu'Eleanor avait rejetée comme insignifiante. Ces gens, que vous avez bannis de ma réception de mariage, ont plus de dignité dans leur lutte que votre famille n'en a dans toute sa généalogie. Je comprends que tu sois en colère. En colère? La voix de Lupita restait calme, ce qui était en quelque sorte pire que de crier. Je ne suis pas en colère, Eleanor. Je suis victorieuse. Il y a une différence. Elle passa à un autre album. Celui-ci rempli de réalisations que les Sambert n'avaient jamais reconnues. C'est moi plaidant devant la Cour suprême à 28 ans. C'est le fonds de bourse d'études que j'ai établi avant de rencontrer Alan. C'est le centre communautaire de Thibodaux que j'ai financé avec mes propres revenus, pas avec l'argent des Sambert. Eleanor fixait les images, voyant pour la première fois la femme qu'elle avait passé 5 ans à essayer de diminuer. Vous savez quelle est la véritable tragédie, Eleanor? Poursuivit Lupita, sa voix prenant une qualité réfléchie. J'aurais été votre plus grand atout. J'aurais utilisé ma brillance juridique pour protéger votre empire légitimement. J'aurais élevé des petits-enfants qui honoraient leurs 2 héritages de manière égale. J'aurais apporté des perspectives nouvelles qui auraient pu faire évoluer votre héritage en quelque chose de significatif pour le monde moderne. Elle s'arrêta sur une photo particulière, elle-même dans sa robe de mariée, rayonnante d'espoir. Regardez cette femme. Elle croyait en la possibilité de rapprocher les mondes. Elle pensait que l'amour pouvait vaincre les préjugés. Elle était prête à tout sacrifier pour une acceptation qui ne viendrait jamais. Vous avez supposé que je n'étais rien parce que je ne venais pas de votre monde, continua Lupita. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi une brillante avocate abandonnerait sa carrière. Vous n'avez jamais remis en question pourquoi quelqu'un avec mes références tolérerait votre traitement. Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Une chercheuse d'or qui a eu de la chance. Alors pourquoi, demanda Eleanor, le désespoir brisant sa voix. Pourquoi es-tu resté? Parce que je l'aimais, dit simplement Lupita. J'aimais Alan avec le genre de dévouement dont vous prétendiez que je n'étais pas capable. Je pensais que si je me prouvais digne selon vos normes, vous m'accepteriez. Je pensais que si je vous donnais des petits-enfants, vous me verriez enfin comme de la famille. Elle toucha son ventre, où les jumeaux bougeaient constamment maintenant. Mais vous m'avez appris quelque chose de précieux, Eleanor. Vous m'avez appris qu'il n'y a pas de niveau d'excellence qui vous rend digne aux yeux de ceux qui sont déterminés à vous voir comme inférieur. Alors j'ai arrêté d'essayer de gagner votre approbation et j'ai commencé à documenter votre déclin. Le téléphone d'Eleanor vibra. Elle y jeta un coup d'œil, son visage pâlissant davantage. Le country club.
Ils ont révoqué notre adhésion. La femme de Sterling siège au conseil maintenant, dit Lupita nonchalamment. Imani Blackwood. Anciennement Imani Okafor. Une femme brillante. Harvard Law, major de sa promotion. Le genre de femme que vous auriez rejeté comme une embauche de la diversité, bien qu'elle soit infiniment plus qualifiée que quiconque dans votre cercle. Il s'avère qu'il cherchait une excuse pour vous renvoyer depuis des années. Vos commentaires sur les nouveaux membres saoudiens ont été la goutte d'eau. Tu détruis tout ce que ma famille a construit sur des générations. Non, corrigea Lupita. Je révèle ce que votre famille a toujours été. La différence, c'est que maintenant, tout le monde peut le voir aussi. Eleanor se leva sur des jambes tremblantes, sa dernière carte non jouée. Les enfants. Mes petits-enfants. Ils auront besoin de leur héritage, des deux côtés. Tu ne peux pas leur refuser leur droit de naissance par méchanceté. Leur droit de naissance? Lupita marcha vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Leur droit de naissance est la force gagnée par la lutte, pas le privilège hérité par accident. Leur droit de naissance est de savoir que leur mère s'est dressée contre l'injustice, et non la honte d'une famille qui l'a perpétuée. Ils auront des questions un jour sur pourquoi ils ne nous ont jamais connus. Et je leur répondrai honnêtement, répliqua Lupita. Je leur montrerai ces enregistrements. J'expliquerai comment leur grand-mère pensait que leur héritage noir était quelque chose à éliminer par croisement. Je leur raconterai comment leur grand-père a bâti sa fortune sur des pratiques discriminatoires. Je m'assurerai qu'ils comprennent exactement pourquoi je les ai protégés de vous. Eleanor tenta un dernier coup désespéré. Je pourrais me battre pour les droits des grands-parents. Les tribunaux adoreraient entendre ces enregistrements, termina Lupita. Surtout celui de Pâques dernier où vous expliquiez votre théorie sur la dilution génétique et pourquoi vous espériez que les enfants seraient assez clairs pour passer. La défaite dans les yeux d'Eleanor était totale. Elle se dirigea vers l'ascenseur puis se retourna. Tu n'as jamais été ce que nous pensions que tu étais. Non, convint Lupita. J'ai toujours été plus. Vous ne pouviez simplement pas le voir à travers vos préjugés. Et cet aveuglement, Eleanor, ce refus obstiné de voir mon humanité, ma brillance, ma valeur. C'est ce qui a détruit votre famille, pas moi. Votre propre haine vous a consumé de l'intérieur. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient sur Eleanor Whitmore-Sambert, Lupita sentit les jumeaux réagir à son rythme cardiaque élevé. Elle posa ses deux mains sur son ventre, les apaisant. Votre grand-mère est venue aujourd'hui, leur chuchota-t-elle. Celle qui ne vous apprendra jamais que votre valeur dépend de votre proximité avec la blancheur. Celle qui ne vous fera jamais vous sentir comme des invités à votre propre table familiale. Celle qui ne connaîtra jamais les âmes brillantes et belles que vous allez devenir. Son téléphone s'illumina de messages. Sterling, confirmant que le dernier partenaire commercial d'Harrison avait retiré son soutien. Ta2, notant que l'association caritative d'Eleanor faisait l'objet d'une enquête. Imani, signalant que le fonds fiduciaire de Geneviève avait été gelé dans l'attente de charges pour fraude fiscale. Mais le message qui comptait le plus venait de sa mère en Louisiane, la chambre est prête, bébé. Ta vraie famille a hâte de rencontrer ses précieux petits. La supplique d'Eleanor avait échoué, comme Lupita savait qu'elle le ferait. On ne pouvait pas s'excuser pour une cruauté systématique avec une lettre. On ne pouvait pas défaire des générations de racisme avec un regret réticent. Et on ne pouvait certainement pas revendiquer des petits-enfants qu'on avait déjà rejetés avant même qu'ils ne soient nés. La première supplique était terminée. D'autres viendraient. Harrison avec ses menaces. Geneviève avec ses larmes. Alan avec ses promesses. Mais ils échoueraient tous pour la même raison qu'Eleanor avait échoué. Ils pensaient encore qu'il s'agissait de vengeance. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'il s'agissait de justice. Point bureau d'angle du Sambert Development Group, observant l'équipe de Sterling Blackwood retirer ses effets personnels avec une précision chirurgicale. Chaque objet était catalogué comme une preuve sur une scène de crime. La plaque nominative qui ornait son bureau depuis 30 ans atterrit dans un carton marqué « Ancienne direction ». L'huile sur toile représentant son père, Harrison Sir, fut emballée dans du papier brun, tel un cadavre dans son linceul. Les trophées de golf, les photos avec sénateurs et gouverneurs symboles d'une vie de pouvoir accumulée furent réduits à de simples cartons sur un diable. Vous avez 1 heure pour vider les lieux, déclara Sterling Blackwood depuis l'embrasure de la porte. Sa présence remplissait l'espace que Harrison avait jadis commandé.
La sécurité vous escortera vers la sortie si nécessaire. Harrison se tourna, le visage marbré de rage et d'humiliation. C'est du vol. Mes avocats ont déjà confirmé que la vente était légale, l'interrompit Sterling. Sa voix était aussi onctueuse qu'un whisky vieilli, et 2 fois plus puissante. Votre belle-fille a été remarquablement minutieuse. Chaque document a été correctement déposé. Chaque transfert, légitimement exécuté. Vous auriez dû lire ce que votre fils signait. L'ironie brûlait comme de l'acide. Harrison, qui avait bâti un empire en exploitant les failles juridiques et les interprétations techniques, se faisait détruire par cette même précision qu'il avait autrefois utilisée comme une arme contre les autres. Elle a planifié ça, dit Harrison, la voix brisée. Cette femme a planifié ça depuis le début. Cette femme, dit Sterling en entrant dans le bureau, a un nom. Lupita Harris. Et non, elle n'a pas planifié ça depuis le début. Elle l'a planifié à partir du moment où vous, les vôtres, lui avez montré qui vous étiez vraiment. Sterling se dirigea vers la fenêtre, contemplant la vue que Harrison avait enchérie. Manhattan s'étendait en contrebas comme un royaume conquis. Savez-vous ce qu'elle m'a dit lorsque nous avons discuté de cette vente pour la première fois? Elle a dit qu'elle aurait été la meilleure chose qui soit jamais arrivée à votre famille si vous l'aviez laissé faire. Elle aurait utilisé son génie juridique pour protéger votre empire, élever des enfants qui auraient honoré leurs 2 héritages, apporter une perspective nouvelle à votre dynastie Rance. Elle n'a jamais été l'une des nôtres. Non, convint Sterling. Elle valait mieux que ça, et vous étiez trop aveuglé par vos préjugés pour le voir. Le téléphone de Harrison vibra. Augustus Cromwell, son plus vieux partenaire commercial, l'homme qui avait été son témoin de mariage. Il répondit désespérément. Augustus, Dieu merci, j'ai besoin que tu convoques une réunion d'urgence du conseil. Je t'appelle pour t'informer que Cromwell Industries rompt tout lien avec toi, avec effet immédiat. La voix d'Augustus était froide, formelle. Les enregistrements que ta belle-fille a divulgués au conseil. Harrison, nous ne pouvons pas être associés à quelqu'un qui utilise ces termes à propos de nos investisseurs juifs. La ligne fut coupée. Harrison fixa le téléphone, puis Sterling, qui souriait avec la satisfaction de celui qui sait. Elle nous a tout donné, dit Sterling. Chaque commentaire raciste que vous avez fait sur vos partenaires du Moyen-Orient, chaque remarque sexiste sur les femmes cadres, chaque moment où vous avez révélé que votre succès n'était pas fondé sur le mérite, mais sur le maintien d'un système excluant quiconque ne vous ressemblait pas. Les affaires sont les affaires, tenta faiblement Harrison. C'étaient des conversations privées. Dans votre maison, en présence de votre femme et de vos enfants, tandis que Lupita restait assise en silence et enregistrait chaque mot, conclut Sterling. Vous avez discuté de délits d'initiés pendant le dîner. Vous avez planifié des pratiques d'embauche discriminatoires autour d'un brandy. Vous avez commis des crimes alors qu'elle était là, invisible à vos yeux, documentant tout. Une autre vibration. Théodore Hachemont cette fois. Harrison ne répondit pas, sachant déjà ce que le message dirait. L'empire qu'il avait passé 40 ans à bâtir s'effondrait en 40 jours. Votre fils est venu hier, dit Sterling sur un ton de conversation. Il a essayé de me convaincre de revendre, m'a offert le double de ce que j'ai payé. L'espoir de Harrison vacilla. Et j'ai ri, dit simplement Sterling. Puis je lui ai montré les plans de rénovation. Nous transformons l'étage de la direction en un centre de bourse d'études pour les étudiants en droit noir et issus des minorités. La salle de conférence où vous teniez vos conseils d'administration exclusivement blancs sera renommée le centre de justice Lupita Harris. La cruauté de la chose était exquise. Tout ce que Harrison avait construit pour exclure serait désormais utilisé pour inclure. Chaque espace qu'il avait utilisé pour maintenir son pouvoir deviendrait un monument à sa chute. Il doit bien y avoir quelque chose, dit Harrison, la voix désespérée maintenant. Un accord que nous pouvons conclure. Vous êtes un homme d'affaires, Sterling. Tout a un prix. Sterling sortit son téléphone, montrant une photo à Harrison. C'était Lupita, rayonnante dans sa grossesse, entourée de jeunes femmes noires dans une clinique juridique. Elle finance 50 bourses complètes pour la faculté de droit de Howard. Vos anciens clients font la queue pour soutenir sa fondation. Elle devient tout ce que vous craignez, puissante, influente et complètement hors de votre portée. Harrison s'effondra dans son fauteuil. Ce n'était plus son fauteuil, c'était celui de Sterling maintenant. Les jumeaux. Elle porte mes petits-enfants. Elle porte ses enfants,
corrigea Sterling. Des enfants qui seront élevés en comprenant toute leur histoire, y compris comment leur grand-père a bâti sa fortune sur le redlining, les prêts discriminatoires et l'exclusion systématique des minorités des opportunités économiques. Ce n'est pas vrai. Sterling sortit une tablette affichant des documents scannés. Ce sont les politiques de prêt originales de votre entreprise datant des années 1960, stipulant explicitement que les prêts aux quartiers de couleur devaient être refusés ou accordés à des taux prédateurs. Des politiques qui n'ont jamais été formellement changées, juste mieux dissimulées. Le visage de Harrison devint livide. « Comment avez-vous eu ça ? » Lupita les a trouvés dans votre coffre-fort à la maison, dit Sterling. La combinaison était votre date de mariage. Elle a dit que vous ne l'aviez jamais changée parce que vous ne pensiez pas qu'elle serait assez intelligente pour essayer. L'humiliation finale arriva sous la forme de Geneviève, qui fit irruption par la porte, le mascara coulant, sa robe de créateur froissée. « Papa, ils ont gelé mes comptes. L'IRS dit que je dois des millions d'arriérés d'impôts. Ils disent que Lupita leur a donné. » Elle s'arrêta en voyant Sterling, son visage se tordant de rage. « Vous aidez cette femme à nous détruire. » Cette femme, dit calmement Sterling, vous détruit toute seule. Je ne fais qu'acheter les morceaux. Geneviève se tourna vers son père. Fais quelque chose. Tu arranges toujours tout. Mais Harrison n'avait plus rien pour arranger quoi que ce soit. Ses relations l'abandonnaient comme des rats quittant un navire en perdition. Sa richesse s'évaporait, sa réputation était détruite. Les outils qu'il avait utilisés pour bâtir son empire d'intimidation, exclusion, exploitation étaient inutiles face à quelqu'un qui avait documenté chaque crime et planifié chaque contre-mouvement. Elle nous a donné une chance, dit Sterling en se préparant à partir. Ce matin de Noël où elle a révélé sa grossesse. Si vous vous étiez excusé à ce moment-là, sincèrement excusé et aviez changé. Elle aurait peut-être fait preuve de miséricorde. Mais vous avez choisi de la menacer à la place. Harrison, vous avez envoyé des avocats après une femme enceinte. Eleanor a tenté la manipulation. Geneviève a posté ses photos sur Instagram traitant Lupita de « jument reproductrice » qui faisait enfin quelque chose d'utile. Geneviève halta. Comment savez-vous ? Elle a fait des captures d'écran de tout, dit Sterling. Chaque post, chaque message, chaque moment où vous avez révélé votre vraie nature. La sécurité arriva. Pas l'ancienne sécurité qui travaillait pour Harrison, mais l'équipe de Sterling. C'est l'heure, dit l'officier principal. Alors que Harrison était escorté hors de son bureau, il passa devant les portraits des anciens présidents de Samber. Son père, son grand-père, la lignée d'hommes qui avaient bâti leur succès sur l'exclusion des autres. Bientôt, ces portraits disparaîtraient, remplacés par les images des leaders diversifiés que Sterling faisait venir. Dites à Lupita. Commença Harrison. Dites-le lui vous-même, dit Sterling. Bien que je doute qu'elle réponde, elle est occupée à construire quelque chose de meilleur sur vos cendres. À l'extérieur du bâtiment qui portait son nom plus pour longtemps, Harrison se tenait sur le trottoir comme n'importe quel autre employé licencié. Son chauffeur était parti. La voiture, saisie. Ses cartes de crédit étaient plafonnées à force de batailles juridiques qu'il ne pouvait pas gagner. Son téléphone vibrait de messages de journalistes voulant des déclarations sur les procès pour discrimination intentés par d'anciens employés, enhardis par les révélations de Lupita. Un taxi s'arrêta, et à travers la vitre, il vit Lupita sur la banquette arrière. Elle le regarda, son expression ni cruelle ni sympathique, juste résolue. Elle posa une main sur son ventre arrondi, un geste de protection et de promesse. Puis le taxi s'éloigna, laissant Harrison debout dans le froid, comprenant enfin ce que cela faisait d'être exclu d'un monde qu'il avait jadis gouverné. L'entreprise ne s'était pas simplement effondrée, elle avait été délibérément démolie, brique par brique, par quelqu'un qu'il n'avait jamais jugé capable de tenir un marteau. Chapitre 6, la crise médicale. La douleur commença à 3 heures du matin, assez vive pour arracher Lupita à son sommeil. Ses mains se déplacèrent instinctivement pour protéger les jumeaux alors qu'elle cherchait son téléphone avec des doigts tremblants. Lorsque l'ambulance arriva à l'entrée privée de l'hôpital Mount Sinai, la nouvelle avait d'une manière ou d'une autre déjà atteint les Samber. Allen se tenait aux urgences, échevelé et désespéré, essayant de convaincre la sécurité qu'il était toujours son mari, qu'il avait toujours des droits. « Je suis désolé, monsieur, dit fermement le garde. Vous n'êtes pas sur la liste approuvée. » Lupita pouvait entendre ses protestations alors qu'on la roulait devant lui,
mais sa concentration était entièrement tournée vers les devis en elle, les moniteurs rythmiques suivant leur battement de cœur comme une prière qu'elle ne pouvait cesser de murmurer. Le docteur Adeyasio Okonkwo apparut. Sa présence fut immédiatement apaisante. Lupita, nous allons prendre grand soin de vous et des bébés. Vous avez des contractions prématurées, mais nous pouvons gérer cela. À travers les portes vitrées de sa chambre privée, Lupita les vit se rassembler. Allen se disputant avec les administrateurs, Eleanor au téléphone avec quelqu'un qu'elle prétendait être le meilleur spécialiste de Manhattan, Harrison menaçant de poursuites judiciaires s'il ne recevait pas d'informations. Dois-je demander à la sécurité de les faire partir, demanda le docteur Okonkwo, la voix douce mais protectrice. Non, dit Lupita, respirant à travers une autre contraction. Laissez-les rester dans la salle d'attente. Laissez-les comprendre ce que l'on ressent quand on est impuissant et que quelqu'un est en crise. L'ironie ne lui échappait pas. Lorsqu'elle avait fait une fausse couche 2 ans plus tôt, une perte que les Sambert n'avaient jamais connue car Allen était à Tokyo avec Céleste, elle avait conduit elle-même jusqu'à l'hôpital, s'était assise seule dans une salle d'attente publique et avait pleuré en silence. Eleanor avait même appelé pendant ce temps-là, exigeant de savoir pourquoi Lupita avait manqué le déjeuner de charité. Madame Harris, interrompit une nouvelle voix. C'était le docteur Everett Prescott, le médecin de famille des Sambert, l'homme qui avait un jour suggéré que son régime urbain pouvait affecter sa fertilité. On m'a demandé de consulter sur votre cas. Par qui? La voix du docteur Okonkwo était d'un froid professionnel. La famille a des inquiétudes. Ils ne sont plus ma famille, dit fermement Lupita malgré la douleur. Et vous n'êtes pas mon médecin. Vous ne l'êtes plus depuis que vous m'avez prescrit des anxiolytiques au lieu de faire des examens quand je me plaignais de douleurs chroniques qui se sont avérées être de l'endométriose. Le visage du docteur Prescott rougit. J'essaie seulement d'aider. Comme vous avez aidé quand vous avez dit à Eleanor que ma grossesse serait à haut risque à cause de ce que vous avez appelé des incompatibilités génétiques, demanda Lupita. Comme vous avez aidé quand vous avez suggéré que j'envisage une mère porteuse parce que mon corps pourrait ne pas être adapté pour porter des héritiers Sambert? S'il vous plaît, partez. Alors qu'il battait en retraite, Thaddeus Carrington arriva, son avocat impeccable malgré l'heure matinale. Ils essaient d'obtenir une ordonnance du tribunal, dit-il calmement, affirmant qu'en tant que père biologique, Allen a le droit de prendre des décisions médicales si vous êtes en incapacité. Je ne suis pas en incapacité, dit clairement Lupita, bien qu'une autre contraction lui fît serrer les barrières du lit. Je suis en travail prématuré, pleinement consciente et légalement divorcée depuis hier, date à laquelle le décret accéléré a été prononcé. Le divorce est définitif. La voix venant de l'embrasure de la porte était celle d'Allen. Il avait réussi à passer la sécurité, l'air hagard. Son vernis habituel avait complètement disparu. Lupita, s'il te plaît, ce sont mes enfants aussi. Le docteur Okonkwo fit un mouvement pour le faire sortir, mais Lupita leva la main. Laissez-le dire ce qu'il est venu dire. Allen s'approcha lentement, comme si elle était un animal blessé qui pourrait fuir. Je sais que je t'ai laissé tomber. Je sais que j'ai été un lâche, mais ces bébés. Ce sont des bébés. Ils sont innocents dans tout ça. S'il arrive quelque chose. Quelque chose est en train d'arriver, dit Lupita. Je suis en travail prématuré à 28 semaines à cause du stress que ta famille m'a fait subir. Les menaces juridiques constantes, le harcèlement, les tentatives pour me faire déclarer mentalement incompétente pour gérer mes propres affaires. Par la fenêtre, elle pouvait voir Eleanor faire les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille, appelant probablement tous les médecins mondains qu'elle connaissait, essayant d'en trouver un qui outrepasserait les choix de Lupita. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, dit faiblement Allen. Non, convint Lupita. Tu voulais juste un divorce discret où je disparaîtrais avec un petit règlement pendant que tu épouserais Céleste et aurais des enfants que tu pourrais reconnaître publiquement. Tu voulais que je sois reconnaissante pour les miettes de notre mariage pendant que tu gardais le festin. Une autre contraction frappa, plus forte cette fois. Le docteur Okonkwo vérifia les moniteurs, l'expression inquiète mais contrôlée. Nous devons administrer des médicaments pour arrêter les contractions. Les stéroïdes pour les poumons des bébés agissent déjà, mais nous devons gagner plus de temps. Tout ce qu'il faut, dit Lupita, puis elle regarda Allen. Tu devrais partir. Je pourrais. Quoi, te tenir la main? Comme tu l'as fait quand mon père est mort? Rester à mes côtés? Comme tu l'as fait quand ta mère m'a traité de bétail reproducteur à Thanksgiving? Te battre pour moi?
Comme tu l'as fait quand ta sœur a répandu des rumeurs disant que je t'avais piégé avec cette grossesse? Le visage d'Allen s'effondra. Derrière lui, Harrison apparut, sa présence imposante habituelle diminuée. Nous avons des droits. Vous n'avez rien du tout, intervint Tadeu en produisant des documents. Le tribunal a déjà statué sur votre requête d'urgence. Étant donné l'historique documenté de violence émotionnelle et le stress que cela cause à la grossesse de ma cliente, il vous est ordonné de maintenir une distance de 150 mètres sauf invitation explicite. Ce sont nos petits-enfants. Eleanor avait finalement franchi la sécurité. Sa voix était perçante de désespoir. Vous ne pouvez pas nous empêcher de voir nos petits-enfants. Lupita regarda la femme qui l'avait fait se sentir petite pendant 5 ans, qui avait remis en question sa valeur à chaque occasion, qui avait suggéré qu'elle avait de la chance d'être admise dans leur famille. Eleanor paraissait plus vieille, diminuée, sa façade soigneusement entretenue se fissurant comme un fond de teint bon marché. « Ce sont mes enfants », dit Lupita doucement mais fermement. « Ils naîtront dans l'amour, pas dans l'obligation. Ils connaîtront leur valeur dès leur premier souffle, et ne passeront pas leur vie à essayer de la gagner auprès de gens qui voient leur couleur de peau comme une tare à surmonter. » Les médicaments faisaient effet. Les contractions ralentissaient, s'espaçaient. Les cœurs des jumeaux restaient forts sur le moniteur. 2 battants, comme leur mère. « J'aurais pu vous aimer, » dit Lupita en regardant chacun d'eux. « Je voulais vous aimer. Je suis entré dans votre famille avec tant d'espoir, tant de volonté de combler le fossé entre nos mondes. Mais vous avez vu mon amour comme une faiblesse, ma culture comme inférieure, ma présence comme temporaire. » Geneviève arriva la dernière, essoufflée et dramatique comme toujours. « Les médias sont dehors. Ils disent que tu nous as interdit de voir les bébés. L'image est désastreuse. » L'image, rit Lupita, bien que cela lui fasse mal. Bien sûr, c'est ta préoccupation. Pas la santé des bébés, pas mon bien-être, mais l'apparence que cela donne à ton cercle social. Elle lutta pour s'asseoir davantage, malgré la main douce et restrictive du docteur Okonkwo. Laisse-moi te parler d'image, Geneviève. L'image de toi postant des photos de ma baby shower, celle que je n'ai pas été invité à planifier, en te moquant des cadeaux que ma famille de Louisiane a envoyés. L'image de toi disant à tes followers que j'étais enfin utile après 5 ans de mariage. L'image de toi suggérant que je devrais être reconnaissante qu'Allen ne m'ait pas quitté plus tôt. C'était des posts privés. Rien n'est privé à l'ère numérique, dit Lupita. Tout comme rien n'était privé quand tu as diffusé en direct les suites de ma fausse couche, quand je suis venu à ce dîner de famille saignant encore en deuil, et que tu t'es plainte que je n'étais pas assez festive pour tes stories Instagram. La chambre tomba dans le silence, à l'exception du bip régulier des moniteurs. Les Sambert restèrent figés, comprenant peut-être enfin la profondeur de leur cruauté. Le docteur Okonkwo s'avança. Tout le monde doit sortir maintenant. Ma patiente a besoin de repos. Alors que la sécurité commençait à les escorter vers la sortie, Eleanor se retourna. Nous allons nous battre. Nous avons des ressources. Vous avez des dettes, corrigea Lupita, des montagnes de dettes. Tout arrive à échéance maintenant que Sterling possède vos actifs. Vous avez des frais d'avocat que vous ne pouvez pas payer et des enquêtes criminelles que vous ne pouvez pas arrêter. Vous n'avez plus rien pour vous battre à part votre orgueil, et l'orgueil ne paie pas les avocats. Ce n'est pas fini, dit Harrison, mais sa voix manquait de conviction. C'est fini depuis le matin de Noël, répondit Lupita. Vous ne le saviez simplement pas encore. La chambre se vida, sauf Tadeu et le docteur Okonkwo. La crise passait. Les jumeaux étaient en sécurité, mais le poids émotionnel était lourd. Lupita toucha son ventre, sentant le mouvement à l'intérieur, la vie persistant malgré tout. Votre mère est là, dit doucement Tadeu. Elle est arrivée de Louisiane. Dois-je la faire entrer? Lupita hocha la tête. Les larmes venaient enfin. Lorsqu'Evangeline Harris entra, apportant avec elle le parfum de la maison et l'amour inconditionnel, Lupita s'effondra complètement. Ma fille courageuse, chuchota sa mère en la tenant avec précaution. Ma brillante et courageuse fille. Tu n'as pas besoin d'être forte maintenant. Je suis là. Maman, sanglota Lupita. Ils se sont tenus juste là et ont agi comme s'ils avaient des droits sur mes bébés. Après tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, ils pensent toujours qu'ils ont droit à mes enfants. Bébé, dit Evangeline en caressant les cheveux de sa fille. Les gens comme ça pensent qu'ils ont droit à tout,
mais avoir le droit n'est pas la même chose que mériter, et il ne mérite rien de toi ni de ses précieux bébés. Par la fenêtre, Lupita pouvait voir les Sambert être escortés dehors par la sécurité. Ils paraissaient petits, ordinaires, dépouillés du pouvoir qu'ils avaient exercé avec tant de négligence. Ils rentreraient chez eux, dans leur domaine en ruine et leur héritage vide, tandis qu'elles mettraient au monde la vie, une vie qu'ils n'empoisonneraient jamais avec leurs préjugés. « Tu sais ce que ton papa dirait » demanda doucement Évangeline. « Il dirait que tu es comme ce magnolia dans notre jardin. Les tempêtes viennent, le vent souffle, mais tu plies sans rompre, et quand la tempête passe, tu fleuris encore plus belle qu'avant. » Les jumeaux bougèrent, répondant à la voix de leur grand-mère, et Lupita sentit la paix l'envahir. Ces bébés connaîtraient cette voix, cet amour, cette acceptation inconditionnelle dès leur premier souffle. Les infirmières m'ont dit ce qui s'est passé, continua Évangeline. Comment ils ont essayé de forcer le passage, comment ce faux docteur a essayé de prendre le contrôle. Bébé, tu as tenu bon même en plein travail. C'est ce genre de force que ces bébés vont hériter, pas le nom ou l'argent des Sambert, mais la force des Harris, celle qu'on ne peut ni acheter ni voler. Le docteur au concours revint avec des nouvelles positives. Les contractions se sont arrêtées complètement. Les bébés sont stables. Vous devrez rester en observation, mais je crois que nous avons évité l'accouchement précoce. Alors que la nuit tombait sur Manhattan, Lupita s'allongea dans son lit d'hôpital, sa mère dans le fauteuil à côté d'elle, et ressentit la différence profonde entre la famille dans laquelle on est et celle que l'on choisit. Les Sambert avaient montré leur vraie nature dans son moment de vulnérabilité, cherchant encore à saisir, à exiger, croyant toujours que leurs désirs supplantaient ses besoins. Mais demain, sa famille choisie remplirait cette chambre. Sterling et sa femme viendraient avec des fleurs. Ses cousins arriveraient avec de la cuisine louisianaise passée en douce devant la sécurité de l'hôpital. Ses tantes l'entouraient de prières et de protection. Les jumeaux seraient entourés d'un amour qui ne demandait rien d'autre que leur existence. La crise médicale était passée, mais elle avait tout révélé. Dans son moment de plus grande vulnérabilité, les Sambert n'avaient pensé qu'à leurs droits, leur image, leurs désirs. Ils avaient prouvé, finalement et complètement, qu'ils ne méritaient aucune place dans la vie de ses enfants. Les jumeaux naîtraient peut-être tôt, mais forts. Ils ne connaîtraient pas la lutte seule, mais aussi le triomphe. Ils comprendraient que la famille n'est pas une question de sang, de nom ou de richesse héritée, mais de savoir qui se présente quand vous êtes brisé et qui vous aide à guérir. Dehors, la ville bourdonnait de vie, indifférente au drame dans cette chambre, mais à l'intérieur, une mère protégeait ses enfants à naître d'un héritage empoisonné, choisissant à la place de leur donner un héritage de force, d'amour et de dignité inébranlable. Chapitre 7 : La destruction sociale. Le gala de la Fondation Whitmore était l'événement social de la saison, se tenant au Metropolitan Museum of Art, où 300 membres de l'élite new-yorkaise se rassemblaient dans leurs plus beaux atours pour célébrer la philanthropie tout en pratiquant l'hypocrisie. Lupita entra par les portes principales telle une reine revenant d'exil, portant une robe sur mesure d'Aurora James qui célébrait sa grossesse avec des drapés élégants. La créatrice noire avait insisté pour l'habiller gratuitement, qualifiant d'honneur le fait d'habiller une femme qui réécrit les règles. Les conversations s'arrêtèrent au milieu des phrases. Les flûtes de champagne se figèrent aux lèvres. La salle entière se tourna pour observer sa descente du grand escalier, Sterling Blackwood à ses côtés dans un costume Oswald Boateng parfaitement taillé, leur présence combinée annonçant un nouvel ordre. « Respire » murmura Sterling, ses mains stables à son coude. « Laisse-les regarder. Laisse-les voir à quoi ressemble le vrai pouvoir. » Eleanor se tenait près de l'affichage des dons, figée à côté d'une photographie d'elle-même en tant que présidente de la fondation, un titre qu'elle détenait depuis 2 décennies. Son visage passa par toute une gamme d'émotions, choc, rage, humiliation et enfin, calcul désespéré. « Mesdames et messieurs » annonça Indira Patel, la nouvelle présidente de la fondation, depuis le podium. « Veuillez accueillir notre sponsor diamant pour cette soirée, Madame Lupita Harris, dont le don généreux financera notre nouvelle initiative fournissant une aide juridique aux femmes échappant à la violence domestique. » Les applaudissements furent d'abord épars, puis grandirent à mesure que les gens reconnaissaient l'importance stratégique de s'aligner avec la femme qui avait fait tomber les Sambert. Lupita traversa la foule, saluant les mêmes personnes qu'il avait autrefois traitées comme invisibles. « Lupita, chérie. » Millie Astley l'embrassa en l'air sur les joues, la même femme qui avait un jour demandé si elle faisait partie du personnel lors d'une garden party. « Tu es absolument rayonnante. La grossesse te va bien. » « Merci, Millis. »
Je me souviens que vous aviez dit que la grossesse ruinerait ma silhouette au gala de l'année dernière. Comme les perspectives changent. Le visage de la femme plus âgée se crispa, mais elle força un rire. Vraiment? Comme c'était bête de ma part. Lupita continua, chaque interaction étant une leçon magistrale de dévastation polie. Elle n'avait pas besoin d'être cruelle. La vérité était une arme suffisante. Harrison s'approcha, essayant de projeter une autorité qu'il ne possédait plus. C'est inapproprié. Vous ne devriez pas être ici dans votre état. Mon état? Lupita sourit. Vous voulez dire enceinte des héritiers que vous avez passé des années à exiger? Ou voulez-vous dire mon état en tant que propriétaire de ce qui fut autrefois votre empire? La fondation a été bâtie sur l'argent des Sambert. Bâtie sur les profits du redlining et des prêts discriminatoires, corrigea Lupita, assez fort pour que les invités à proximité entendent. J'ai les documents, Harrison. Chaque pratique illégale, chaque pot de vin, chaque violation. Devons-nous en discuter ici? Ou préférez-vous que je les garde pour le FBI? Il battit en retraite, le visage livide. À travers la pièce, Geneviève tenait sa cour avec son cercle habituel, mais les femmes étaient distinctement froides, leur langage corporel exprimant la distance sociale qui s'était ouverte entre elle et la famille disgraciée. Tu as vu, dit l'une d'elles, sans même prendre la peine de baisser la voix. Céleste Beaumont a été arrêtée hier. Évasion fiscale et fraude, on dit que Lupita a fourni les preuves. Le verre de vin de Geneviève trembla. Elle avait été la plus grande défenseuse de Céleste, avait facilité la liaison, en avait ri lors de brunch où Lupita n'était jamais invitée. Le programme de la soirée commença, et Lupita prit place à la table d'honneur, le siège qui avait toujours été celui d'Eleanor. La femme plus âgée fut reléguée au fond, à une table partiellement obscurcie par un pilier, assise avec d'autres grimpeurs sociaux déchus ayant perdu leur position par scandale ou faillite. Avant de commencer, dit Indira depuis le podium, je veux reconnaître l'éléphant dans la pièce. Ou devrais-je dire, l'absence d'un éléphant. La démission d'Eleanor Whitmore Sambert du conseil a été acceptée la semaine dernière, suite à des révélations de détournement de fonds et d'abus des biens de la fondation. Des halètements parcoururent la salle. Le vol d'Eleanor avait été un secret de Polichinelle, mais l'annoncer publiquement était une exécution sociale. Cependant, continua Indira, grâce aux compétences en comptabilité forensique de Madame Harris et à son don personnel généreux, nous avons récupéré les fonds manquants et pouvons poursuivre notre mission sans interruption. Les applaudissements furent tonitruants. Lupita se leva, les acceptant avec grâce, puis se dirigea elle-même vers le podium. Je veux annoncer une nouvelle initiative, dit-elle, sa voix portant clairement à travers la salle. La Fondation Harris pour la justice économique fournira des bourses complètes à la faculté de droit de Howard pour 50 étudiants par an, en se concentrant spécifiquement sur ceux issus de communautés historiquement exclues de l'éducation juridique. Elle regarda directement Eleanor en continuant. Pendant trop longtemps, certaines familles ont accaparé les opportunités, utilisant leurs privilèges pour maintenir des systèmes qui excluent les autres. Cela s'arrête maintenant. De plus, poursuivit Lupita, nous nous associerons à l'entreprise de Sterling Blackwood pour convertir des propriétés précédemment utilisées pour des pratiques discriminatoires en centres juridiques communautaires. Le premier sera dans le bâtiment qui abritait autrefois le Sambert Development Group. Allen se leva brusquement de sa table. Il n'avait été autorisé à entrer qu'en tant qu'accompagnant de quelqu'un d'autre, le visage rouge d'alcool et de colère. Tu ne peux pas. Je peux, et je l'ai fait, dit calmement Lupita. Chaque bâtiment que votre famille utilisait pour refuser des hypothèques aux familles noires servira désormais ces communautés. Chaque bureau où votre père planifiait des stratégies de redlining deviendra une salle de classe pour de futurs avocats des droits civiques. La salle était silencieuse, assistant à la démolition publique d'une dynastie. Ce n'était pas seulement du business, c'était personnel, politique et parfaitement légal. Je veux aussi aborder les murmures que j'ai entendus toute la soirée, continua Lupita, sa voix prenant un ton plus dur. Oui, j'ai enregistré les Sambert. Chaque dîner où ils discutaient de leur supériorité pendant que je leur servais à manger. Chaque rassemblement où ils se moquaient de mon héritage pendant que je restais silencieuse. Chaque moment où ils révélaient leur vraie nature en supposant que j'étais trop stupide pour comprendre. Elle sortit son téléphone et le leva. Cet appareil a capturé la vérité. Pas la vengeance, pas la rancune, mais la vérité. Et si l'un d'entre vous s'inquiète de ses propres interactions passées avec moi, peut-être devriez-vous réfléchir à la raison pour laquelle cela vous préoccupe.
Une dernière annonce, dit Lupita, la main posée sur son ventre. Mes enfants naîtront cet été. Ils porteront le nom de Harris exclusivement. Ils connaîtront toute leur histoire. Les racines louisianaises qui sont profondes et fortes. Les ancêtres qui ont survécu à ce que les ancêtres d'autres leur ont infligé. Ils seront élevés avec les valeurs que les Sambers prétendent posséder mais n'ont jamais démontrées, intégrité, compassion et justice. Elle descendit du podium sous un tonnerre d'applaudissements, mais elle n'avait pas fini. Elle marcha directement vers la table d'Eleanor, chaque œil dans la salle la suivant. Vous vouliez que je sois reconnaissante, dit-elle doucement, mais dans le silence, tout le monde pouvait entendre. Reconnaissante pour votre tolérance, votre condescendance, vos miettes. Au lieu de cela, je suis reconnaissante pour votre cruauté. Elle m'a appris ma propre force. Elle m'a montré qui vous êtes vraiment, et elle m'a donné la motivation de démanteler tout ce que vous avez bâti sur l'exclusion des autres. Le sang-froid d'Eleanor vola finalement en éclats. Espèce de petite vindicative. Attention, avertit Lupita, tout le monde enregistre. Vos paroles seront sur les réseaux sociaux dans quelques minutes, bien que je suppose que votre réputation ne puisse pas tomber beaucoup plus bas. Elle se tourna pour s'adresser à la salle une dernière fois. Je tiens à remercier tout le monde d'être venu ce soir. Pour ceux qui m'ont rejeté quand j'étais Madame Samber, votre amitié soudaine est notée et déclinée. Pour ceux qui sont restés là à regarder le traitement que les Samber m'infligeaient, votre silence était de la complicité. Mais pour les quelques-uns qui ont fait preuve de gentillesse quand ce n'était pas avantageux, vous vous reconnaîtrez. Merci. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, les gens s'écartèrent comme la mer Rouge. Certains tendirent la main, essayant de la toucher pour revendiquer une association avec sa victoire. Elle les ignora tous, sauf une. Une jeune femme noire qui avait été serveuse lors des événements Samber, qui lui avait un jour glissé un mouchoir quand la cruauté d'Eleanor avait fait couler des larmes. Merci, Maria, dit Lupita en l'embrassant. La fondation vous contactera pour les bourses de l'école de droit. Madame Harris, chuchota Maria, les larmes aux yeux. Ma fille a regardé votre interview aux nouvelles. Elle a dit qu'elle voulait être comme vous, quelqu'un qui tient tête aux brutes et gagne. Vous lui avez donné une héroïne qui lui ressemble. Le poids de cette responsabilité s'installa sur les épaules de Lupita, mais c'était un poids qu'elle portait fièrement. Ce n'était plus seulement sa vengeance. C'était pour chaque Maria, chaque fille qui avait besoin de voir que le pouvoir pouvait être défié, que la vérité pouvait triompher. La dernière image que les photographes mondains capturèrent fut celle de Lupita partant au bras de Sterling, rétroéclairée par les lumières du musée tel un ange vengeur, tandis que les Samber restaient assis dans l'ombre de leur propre création. La destruction sociale était complète. Chaque club révoquerait leurs adhésions. Chaque conseil exigerait leur démission. Chaque invitation serait retirée. Ils deviendraient des parias dans le seul monde qu'ils aient jamais valorisé, et contrairement à Lupita, ils n'avaient nulle part d'autre où aller. Mais la véritable destruction allait plus loin que le rang social. C'était la certitude, se répandant dans leur cercle comme une traînée de poudre, qu'ils avaient été déjoués par quelqu'un qu'ils considéraient comme inférieur, que chaque blague raciste, chaque commentaire cruel, chaque moment d'arrogance dédaigneuse avait été documenté par la femme qui servait leur vin. Alors que la voiture de Lupita s'éloignait du musée, elle pouvait voir par les vitres le gala continuer sans elle, les conversations animées, les ragots coulant aussi librement que le champagne. Dès demain, chaque détail serait disséqué dans les pages société et les réseaux sociaux. L'humiliation des Samber serait totale et publique. Mais ce soir, elle avait des choses plus importantes à faire. Sa mère arrivait de Louisiane demain, apportant avec elle la chaleur et la sagesse que le monde des Samber n'avait jamais possédées. Ensemble, elles finiraient de préparer la chambre d'enfant, la remplissant d'amour au lieu de jugement, de fierté au lieu de préjugés. La fille de Louisiane qu'ils avaient essayé de diminuer était devenue la reine de leur cour, et son premier décret fut leur bannissement. Chapitre 8, la victoire juridique. La salle d'audience de la Cour suprême de New York avait vu des dynasties s'élever et tomber, mais rarement avait-elle été témoin d'une démolition aussi complète que celle qui se déroula en ce matin d'avril. La juge Cordelia Ashford, connue pour son intolérance envers les préjugés et sa connaissance encyclopédique du droit de la famille, présidait l'audience de garde qui avait attiré l'attention des médias du monde entier. Les Samber avaient mis en commun leurs dernières ressources pour un ultime assaut juridique, engageant Benjamin Thornwood, l'avocat qui n'avait jamais perdu une affaire de garde. Lupita était assise avec une dignité tranquille, sa grossesse désormais avancée, flanquée de Thaddeus Carrington et de son équipe.
Elle avait choisi une robe bleu marine simple et le collier de perles de sa grand-mère, un contrepoint visuel à la tenue de créateur désespéré d'Éléanore qui hurlait vieille fortune, une fortune qu'elle ne possédait plus. Votre honneur, commença Thornwood, sa voix résonnant d'une autorité exercée. Mes clients demandent des droits de visite raisonnables pour les grands-parents. Malgré le divorce acrimonieux, ces enfants méritent de connaître leur héritage paternel. Leur héritage? Thaddeus se leva lentement, sa présence imposante malgré sa petite taille. Votre honneur, j'ai ici 17 heures de conversation enregistrées qui détaillent exactement quel héritage les Sambert souhaitent transmettre. L'huissier distribua des tablettes à toutes les parties. La juge Ashford mit ses lunettes de lecture, son expression devenant de plus en plus sévère à mesure qu'elle écoutait. La voix d'Éléanore remplit la salle d'audience. Si elle insiste pour avoir des enfants, nous devrons nous assurer qu'ils sont élevés correctement. Pas de ces bêtises ethniques avec lesquelles elle a grandi. Ils devront apprendre à surmonter leurs désavantages. Puis Harrison, les garçons peuvent hériter, mais si ce sont des filles. Eh bien, les filles métisses ont des perspectives limitées de toute façon. Nous mettrons en place de petits trusts, rien de substantiel. La contribution de Geneviève fut peut-être la pire, au moins, s'ils sont assez clairs, nous pourrons dire qu'ils sont méditerranéens. Personne n'a besoin de savoir pour l'autre côté. La voix d'Haleine, pâteuse d'alcool, j'aurai de vrais héritiers avec Céleste. Ceux avec Lupita ne sont que des obligations. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception des enregistrements. Chaque mot était un clou dans le cercueil de leur affaire. Le visage de la juge Ashford s'était transformé en pierre. Il y a plus, votre honneur, dit Thaddeus. Des dossiers financiers montrant que les Sambert ont détourné de l'argent destiné à un trust pour les enfants à naître vers leur propre compte. Des dossiers médicaux montrant qu'ils ont essayé de faire déclarer Madame Harris mentalement incompétente pour prendre le contrôle de ses actifs. Et ceci. Il produisit un document avec un geste théâtral. Un contrat qu'ils ont essayé de forcer Madame Harris à signer, leur donnant la garde complète en échange de l'abandon de poursuites pénales qu'ils savaient sans fondement. C'est une fiction vindicative. Éclata Éléanore, brisant le protocole. Cette femme a empoisonné tout le monde contre nous. Elle a retourné nos propres mots. Vos propres mots vous condamnent, l'interrompit la juge Ashford, sa voix glaciale. Veuillez continuer, maître Carrington. Thaddeus diffusa un autre enregistrement, celui-ci datant d'à accent grave peine une semaine. Capturé par un détective privé que les Sambert avaient engagé et qui avait changé de camp après avoir entendu leur plan. Une fois que nous aurons la garde, disait clairement la voix de Harrison, nous pourrons limiter son influence, visite surveillée seulement. Nous dirons aux enfants que leur mère était instable, peut-être dangereuse. Le temps qu'ils soient assez vieux pour poser des questions, ils seront entièrement à nous. Lupita sentit les jumeaux bouger, comme s'ils rejetaient eux aussi leurs ravisseurs potentiels. Elle posa ses mains protectrices sur eux, puisant de la force dans leur présence. Votre honneur, tenta désespérément Thornwood. Mes clients parlaient sous le coup de la colère, de la déception. Sûrement leurs mots ne devraient pas l'emporter sur leur lien biologique. Leur lien biologique? Lupita parla pour la première fois, sa voix claire et forte. Ils n'ont jamais demandé une seule fois des nouvelles de la santé des bébés, jamais demandé leur prénom, jamais offert de soutien sincère. Ils voient mes enfants comme des possessions, comme des outils pour reconstruire leur réputation, comme des héritiers d'un héritage empoisonné. Elle se leva, malgré le poids de sa grossesse, s'adressant à la cour avec le talent qui avait fait d'elle une avocate redoutable. Votre honneur, j'ai ici un autre type de preuve. Des lettres de la communauté de Thibodaux, en Louisiane, où mes enfants connaîtront leurs autres grands-parents. Des témoignages des 50 étudiants en droit dont je finance les bourses, qui ont promis d'être des modèles pour mes enfants, des déclarations de professionnels noirs prospères qui ont proposé de les encadrer, de leur montrer que l'excellence ne nécessite pas la proximité avec la blancheur. Elle se tourna pour faire face directement aux Sambert. Vous avez eu 5 ans pour me voir comme une famille. Vous avez choisi à la place de me voir comme une intruse. Vous avez eu 9 mois pour accueillir ces enfants. Vous avez choisi à la place de comploter pour leur possession. Vous avez eu d'innombrables occasions de choisir l'amour plutôt que les préjugés. Vous avez choisi votre héritage au détriment de leur bien-être. La cour en a assez entendu, annonça la juge Ashford. M et Madame Sambert, Monsieur Allen Sambert, votre requête pour les droits des grands-parents est non seulement rejetée, mais définitivement exclue. De plus,
cette cour émet une ordonnance de restriction empêchant tout contact avec mademoiselle Harris ou ses enfants jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de 18 ans et puissent décider par eux-mêmes. Vous ne pouvez pas, commença Harrison. Je peux, et je le fais, poursuivit la juge. De plus, je transmets ces enregistrements au procureur pour enquête sur conspiration en vue de commettre une fraude, tentative d'extorsion et conspiration en vue d'interférence dans la garde. Huissier, veuillez vous assurer que les défendeurs remettent leur passeport avant de partir. Eleanor s'effondra sur sa chaise. Le visage d'Allen était devenu gris. Geneviève pleurait, son mascara coulant en ruisseau qu'aucun privilège ne pouvait arrêter. De plus, dit la juge Ashford, sa voix portant le poids du jugement final, cette cour ordonne la liquidation immédiate de tous les actifs restants des Sambert pour payer les frais juridiques que mademoiselle Harris a engagés pour se défendre contre vos procès frivoles. L'ère de l'utilisation de la richesse pour soumettre les autres est révolue, du moins dans ma salle d'audience. Alors que la sécurité du tribunal s'apprêtait à récupérer leur passeport, Lupita ressentit une douleur soudaine et aiguë. Une chaleur liquide se répandit sous elle, et elle agrippa la table. « Je viens de perdre les os, dit-elle calmement, bien que son cœur s'emballe. La salle d'audience entra en ébullition. Tadeu appela une ambulance tandis que les officiers dégageaient un chemin. Dans le chaos, Allen essaya d'approcher, mais la sécurité le bloqua. « Ce sont mes enfants qui naissent !» cria-t-il. « Non, dit fermement la juge Ashford. Ce sont les enfants de mademoiselle Harris, et la seule chose que vous avez contribué à leur naissance est le stress qui la provoque 3 semaines trop tôt. » Alors que les ambulanciers arrivaient avec un fauteuil roulant, Lupita jeta un dernier regard à la famille qui avait essayé de la briser. Ils se tenaient en un groupe vaincu. Leurs vêtements coûteux incapables de cacher leur pauvreté d'esprit. Leurs noms prestigieux incapables de commander le respect qu'ils n'avaient jamais mérité. Les bébés arrivent, dit-elle à personne en particulier, ou peut-être à tout le monde. Ils arrivent dans un monde où leur mère s'est dressée contre l'injustice et a gagné. Où leur force viendra de la lutte surmontée, pas du privilège hérité. Où ils ne remettront jamais en question leur valeur parce que les préjugés de quelqu'un d'autre ont essayé de la diminuer. Alors qu'ils la roulaient vers l'ambulance, les journalistes du palais de justice affluèrent. L'un d'eux cria. « Mademoiselle Harris, un dernier mot sur le verdict ?» Elle marqua une pause, regardant directement dans les caméras. « Mes enfants naîtront libres. Libres de l'héritage toxique des Sambert. Libres du fardeau de l'amour conditionnel. Libres d'être exactement qui ils sont, magnifiques dans leur complexité. Ce n'est pas un verdict. C'est une victoire. » Les portes de l'ambulance se refermèrent sur l'image des Sambert escortés vers un fourgon de police pour leur mise en examen, leur dynastie finissant non pas dans la dignité, mais avec des menottes et des gros titres. La justice avait été rendue, et maintenant la vie eut une vie nouvelle, pure était sur le point de commencer. Chapitre 9, la supplique finale. La chambre d'hôpital était remplie de fleurs de sympathisants, chaque arrangement témoignant du triomphe de Lupita lorsque les Sambert lancèrent leur dernier assaut désespéré contre sa détermination. Ils vinrent ensemble, tous les 4, ayant d'une manière ou d'une autre convaincu la sécurité de l'hôpital qu'ils étaient là pour une urgence médicale. Ils se tenaient dans l'encadrement de sa porte tels des spectres de la vie qu'elle avait fui, Eleanor agrippant un sac de marque contenant leurs derniers actifs liquides, Harrison dans un costume qui n'avait pas été nettoyé à sec depuis des semaines, Geneviève portant des lunettes de soleil pour cacher des yeux gonflés par les pleurs, et Allen, les yeux cernés et mal rasés, tenant une enveloppe qui tremblait dans ses mains. Les jumeaux, nés en bonne santé malgré leur arrivée précoce, reposaient dans leur berceau à côté du lit de Lupita. Amara Evangeline Harris, nommée pour la force et en hommage à son arrière-grand-mère, et Malcolm Turgot Harris, portant l'héritage de la justice et de la vérité. Ils étaient parfaits. Amara, avec les yeux féroces de Lupita et sa détermination et le menton levé, Malcolm dégageait une douceur d'esprit qui semblait irradier la paix. « Vous ne devriez pas être ici, » dit Lupita calmement, sa main se dirigeant vers le bouton d'appel. « S'il te plaît, » dit Eleanor, et ce mot sembla lui causer une douleur physique. « S'il te plaît, écoute-nous simplement. » C'était la première fois en 5 ans que Lupita entendait Eleanor dire « s'il te plaît », sans sarcasme. Elle hésita, puis fit un signe de tête à l'agent de sécurité qui venait d'apparaître. 5 minutes. Ils entrèrent tels des suppliants s'approchant d'un trône, leur arrogance habituelle remplacée par quelque chose que Lupita n'avait jamais vu chez eux, un véritable désespoir. « Nous avons tout perdu », commença Harrison, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Les maisons, les voitures, l'entreprise.
Nous vivons dans le studio de Geneviève. Tous les 4 dans 65 mètres carrés. L'ironie, dit doucement Lupita, de vous voir chercher de la sympathie pour des conditions de vie meilleures que ce que la plupart des Américains considèrent comme normal. Nous savons que nous avons eu tort, éclata Geneviève, les larmes coulant librement. Nous avons été horribles, racistes, cruels. Nous t'avons traité comme une moins que rien alors que tu étais tout. Nous avons détruit notre propre famille parce que nous ne pouvions pas voir au-delà de nos préjugés. Lupita les étudia. Ces gens, qui avaient autrefois semblé si puissants, étaient maintenant réduits à mendier au chevet du lit dont ils avaient essayé de lui barrer l'accès. « Que voulez-vous » demanda-t-elle directement. Alan s'avança, tendant une enveloppe. « Nous sommes prêts à signer n'importe quoi, n'importe quel aveu, n'importe quelle admission, toutes les excuses publiques que tu voudras. Nous irons à la télévision admettre tout ce que nous avons fait. Nous témoignerons contre nos anciens associés qui ont participé à la discrimination. Nous consacrerons nos vies à ta fondation si c'est ce qu'il faut. » En échange de quoi? Une photo, murmura Eleanor. Une seule photo avec nos petits-enfants, un moment pour les voir, pour savoir qu'ils existent, pour avoir quelque chose à se remémorer quand nous serons vieux et seuls. Les jumeaux s'agitèrent, émettant de petits sons qui attirèrent l'attention de tous. Malcolm ouvrit les yeux de Lupita et sembla regarder directement les Sambert. Amara bâilla, son petit poing agitant l'air comme si elle se battait déjà. « Savez-vous ce que vous m'avez pris » demanda Lupita doucement. « Pas les choses évidentes. Ma carrière, ma dignité, les derniers instants de mon père. Mais les vols subtils. La façon dont j'ai cessé de chanter parce qu'Eleanor disait que ma voix était trop terrienne. La façon dont j'ai cessé de cuisiner les recettes de ma grand-mère parce qu'Harrison qualifiait les odeurs d'envahissantes. La façon dont j'ai cessé de porter des couleurs vives parce que Geneviève disait qu'elle me donnait l'air agressif. » Elle se leva, se dirigea vers le berceau et prit Amara dans ses bras. Le bébé se cala contre sa poitrine avec une confiance absolue. « Vous avez essayé de m'effacer, » poursuivit-elle. Morceau par morceau, remarque par remarque, affront par affront. Vous vouliez que je disparaisse dans votre blancheur, que je ne devienne rien de plus qu'un réceptacle pour des héritiers que vous pourriez mouler à votre image. Nous avions tort, dit Alan, la voix brisée. Mon Dieu, Lupita, nous avions tellement tort. Je t'aimais, vraiment, mais j'aimais davantage l'approbation de ma famille. Je les ai choisis eux, à chaque fois, au détriment de toi, et maintenant j'ai perdu tout ce qui comptait. Non, corrigea Lupita. Maintenant, tu comprends ce que l'on ressent quand on perd quelque chose. Il y a une différence. Eleanor tomba à genoux, une chose que Lupita n'aurait jamais imaginé possible. J'ai 71 ans, dit-elle, la voix rauque. J'ai passé ma vie entière à croire aux mensonges que mes parents m'ont enseignés, perpétuant un poison que je n'ai jamais remis en question. Ces bébés, tes bébés, ils sont la seule chance pour notre lignée de signifier quelque chose de meilleur. S'il te plaît, je t'en supplie. Laisse-nous avoir une photo. Laisse-nous les voir une fois. Votre lignée, demanda Lupita. Ces enfants ne portent pas votre sang, Eleanor. Selon vous, le sang est une question de pureté, de maintien des lignes, de préservation de ce que vous considérez comme supérieur. Le sang de ces enfants est mixte, mêlé, magnifique dans sa complexité, tout ce que vous craignez, tout ce que vous avez essayé d'empêcher. Elle prit Malcolm, tenant maintenant les deux jumeaux, leur poids lui rappelant ce dont elle les avait protégés. Mais voici ce que vous n'avez jamais compris, continua-t-elle. Ces enfants portent effectivement quelque chose de vous, quelque chose que j'aimerais pouvoir retirer mais que je ne peux pas. Ils portent la possibilité génétique de votre haine. Quelque part dans leur ADN réside le potentiel pour le genre de cruauté que vous avez perfectionné, et je passerai chaque jour de leur vie à m'assurer que ce potentiel ne se réalise jamais. Harrison sortit un carnet de chèques, les mains tremblantes. Il nous reste un actif, un fonds fiduciaire en Suisse que les avocats n'ont pas pu toucher. 2 millions de dollars. C'est à toi, la totalité, pour une photo. 2 millions de dollars pour une photo, faillit rire Lupita. Vous pensez toujours que tout a un prix. Tout a un prix, dit Geneviève désespérément. Tu l'as prouvé. Tu as acheté notre destruction. Maintenant, laisse-nous acheter un souvenir. Lupita les regarda vraiment. Eleanor, à genoux, sa robe de créateur froissée. Harrison, avec son carnet de chèques, essayant d'acheter ce que l'argent ne pouvait pas payer.
Geneviève, dépouillée de ses filtres de réseaux sociaux et de sa vie soigneusement organisée. Alan, l'homme qu'elle avait aimé autrefois, réduit à l'ombre de lui-même. Laissez-moi vous parler du prix du souvenir, dit Lupita, sa voix prenant une qualité qui les fit tous se pencher vers elle. Chaque nuit pendant 2 ans, j'ai payé le prix du souvenir de votre cruauté. Je restais éveillé, rejouant chaque insulte, chaque rejet, chaque moment où vous m'avez fait sentir moins qu'humaine. Le prix de ces souvenirs, c'étaient des morceaux de mon âme que j'ai dû récupérer un par un. Elle marcha vers la fenêtre, tenant toujours les 2 bébés. Le prix du souvenir, c'est aussi ce que ces enfants n'auront jamais à payer. Ils n'auront jamais de souvenirs où on leur dit que leurs cheveux ne vont pas, que leur peau est trop foncée, que leur héritage est honteux. Ils ne se souviendront jamais d'avoir été assis à une table où ils étaient tolérés au lieu d'être célébrés. Mais ils auront des questions, commença Eleanor. Oui, convint Lupita, et j'y répondrai. Je leur dirai que leurs grands-parents biologiques existaient mais ne pouvaient pas les aimer correctement. Je leur expliquerai comme on explique n'importe quelle tragédie aux enfants, honnêtement mais de manière adaptée à leur âge. Au moment où ils seront assez grands pour comprendre toute la vérité, ils seront tellement sûrs de qui ils sont que votre rejet sera une note de bas de page historique, pas une blessure fondatrice. Elle marqua une pause. Vous voulez acheter un souvenir? Laissez-moi vous parler de souvenirs. Je me souviens d'Eleanor me disant que mes enfants auraient besoin d'une rhinoplastie pour corriger leurs traits ethniques. Je me souviens d'Harrison suggérant que nous utilisions des donneurs pour assurer de meilleurs résultats génétiques. Je me souviens de Geneviève postant que j'étais une jument reproductrice qui avait enfin produit. Je me souviens d'Alan restant silencieux à travers tout ça. Elle reposa les jumeaux dans leur berceau, puis sortit son téléphone. Mais je me souviens aussi de ceci. Elle diffusa un enregistrement vocal datant d'il y a 2 ans, sa propre voix, forte et claire. Je vous promets, mes futurs enfants, que vous ne douterez jamais de votre valeur. Vous ne m'en direz jamais des miettes d'amour. Vous ne vous sentirez jamais comme des invités à votre propre table familiale. Vous serez entouré de gens qui voient votre beauté, votre brillance, votre négritude comme des dons à célébrer, pas des défauts à surmonter. C'est le seul souvenir qui compte, dit-elle. La promesse que j'ai faite avant même qu'il ne soit conçu. La promesse que votre haine a rendue nécessaire. Alors non. La voix d'Eleanor était à peine audible. Pas de photo? Pas de moment? Rien. Lupita se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Vous savez quoi? Je vais vous donner quelque chose de mieux qu'une photo. Une lueur d'espoir scintilla dans leurs yeux. Je vais vous donner la vérité, dit-elle. Ces enfants grandiront en sachant exactement qui vous êtes. Pas les mensonges que vous leur raconteriez, pas l'histoire révisée que vous créeriez, mais la vérité. Ils verront les enregistrements, ils liront les transcriptions, ils comprendront que leur famille maternelle a choisi l'amour tandis que leur famille paternelle a choisi la haine. Elle se retourna pour leur faire face. Et quand ils auront 18 ans, s'ils choisissent de vous trouver, si vous êtes encore en vie, ce sera leur décision. Mais ils viendront armés de la vérité, immunisés contre votre poison, forts de la connaissance de qui ils sont. Ils ne viendront pas comme des suppliants ou des petits-enfants. Ils viendront comme des juges, et vous devrez répondre de tout. 18 ans, murmura Alan, ils seront adultes, nous serons des étrangers. Vous êtes des étrangers maintenant, dit Lupita. Vous avez toujours été des étrangers. Vous aviez juste la proximité, pas la relation. Une position, pas de l'amour. Des revendications, pas des liens. Harrison fit une dernière tentative, sortant un dossier en cuir. Ce sont les titres de propriété en Europe. Des actifs cachés que les avocats ne connaissent pas valeur d'au moins 10 millions. Tout ça pour juste un moment avec eux. 10 millions pour un moment? Lupita secoua la tête. Harrison, tu pourrais m'offrir $1 milliard, et ma réponse serait la même. Ces enfants ne sont pas à vendre. Ils sont la sécurité, ils sont la paix. Ils sont la liberté face à votre toxicité. Ces choses n'ont pas de prix. Alors quel était le but de nous détruire, demanda Geneviève avec amertume. Si ce n'est pas pour l'argent, si ce n'est pas par vengeance, pourquoi? Pour eux, dit simplement Lupita, désignant les jumeaux endormis. Chaque geste que j'ai fait, chaque document que j'ai rassemblé, chaque actif que j'ai saisi, tout cela était pour garantir qu'ils ne seraient jamais vulnérables face à vous. Votre destruction n'était que l'étape nécessaire à leur protection. L'agent de sécurité réapparut.
Madame, leur temps est écoulé. Alors qu'ils se tournaient pour partir, brisés et les mains vides, Éléanore regarda en arrière une dernière fois. Leur diras-tu au moins que nous avons existé? Ils sauront que vous avez existé, dit Lupita. De la même manière que nous savons que des maladies éradiquées ont existé. Comme quelque chose de dangereux que les générations précédentes ont dû surmonter pour que les futurs puissent être libres. C'est cruel, dit doucement Alan. Non, corrigea Lupita. La cruauté, c'était de me dire que j'avais de la chance que tu m'aies choisi. La cruauté, c'était de regarder ta mère m'humilier pendant que tu restais silencieux. La cruauté, c'était de coucher avec une autre femme pendant que je faisais une fausse couche de notre premier enfant, seul. Ce que je fais n'est pas cruel, c'est nécessaire. Nous attendrons, dit soudain Alan, désespérément. 18 ans, nous attendrons. Nous changerons. Nous grandirons. Nous deviendrons des gens dignes de les connaître. Peut-être, dit Lupita. Ou peut-être passerez-vous 18 ans comme vous avez passé les 5 dernières années, à croire que vous avez droit à ce que vous n'avez pas mérité. Quoi qu'il en soit, cela n'aura pas d'importance. D'ici là, ces enfants seront des adultes pleinement formés, brillants et confiants, qui sauront exactement qui ils sont. Votre approbation ou désapprobation sera sans importance pour eux. Alors qu'ils partaient enfin, traînant les pieds comme les épaves qu'ils étaient devenus, Lupita entendit Harrison dire à Éléanore, « Nous nous sommes fait cela à nous-mêmes. » C'était la première chose vraie que l'un d'eux avait dite en 5 ans. La porte se referma derrière eux avec le clic doux de la finalité. Par la fenêtre, Lupita pouvait les voir sur le parking en bas. 4 silhouettes recroquevillées contre le vent, rendues minuscules par leur perte, marchant vers un avenir vidé de tout ce qu'ils avaient valorisé. Les jumeaux continuaient de dormir, paisibles dans leur innocence, protégés par la force de leur mère et entourés par l'amour de la famille choisie, qui était arrivée tout au long de la journée. Sa mère Évangeline, ses tantes et cousines de Louisiane, Sterling et sa femme, les étudiants en droit qu'elle avait mentorés, la communauté qu'il avait revendiquée quand sa belle famille l'avait rejeté. « Tu as fait ce qu'il fallait », dit doucement Évangeline, ayant assisté à tout l'échange depuis le coin de la pièce. Ces bébés n'ont besoin de rien venant de gens qui leur auraient appris à haïr la moitié d'eux-mêmes. Je sais, maman, dit Lupita, l'épuisement la frappant enfin. Mais les voir comme ça, brisés, désespérés, comprenant enfin ce qu'ils ont perdu, ça ne ressemble pas à une victoire. Ça semble juste. Nécessaire. Le nécessaire est sa propre forme de victoire, chérie, dit sagement Évangeline. Tu as protégé tes enfants d'un poison déguisé en privilège. C'est la plus grande victoire qu'une mère puisse remporter. Les supplications finales étaient terminées. Les Sambert n'auraient pas de photos, pas de moments, pas de souvenirs pour adoucir leur souffrance. Ils auraient exactement ce qu'ils avaient donné, rien d'autre que la vérité de leur propre choix, qui leur serait renvoyée pour le reste de leur vie. Alors que la nuit tombait sur New York, Lupita tenait ses jumeaux endormis et savait qu'elle leur avait donné le plus grand cadeau possible, la liberté face au fardeau de l'amour conditionnel, face au poids des préjugés des autres, face au poison d'un héritage qui leur aurait appris à être moins que ce qu'ils étaient. Les Sambert vivraient avec leurs regrets, mais ces enfants vivraient simplement librement, pleinement, magnifiquement. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce matin de Noël qui avait tout changé, et Lupita se tenait dans le jardin de sa propriété à Martha's Vineyard, regardant ses enfants jouer dans la lumière dorée de l'après-midi. Amara et Malcolm, maintenant âgés de 4 ans et demi, étaient des âmes brillantes qui se comportaient avec l'assurance de ceux qui sont profondément aimés. Ils parlaient 3 langues anglais, français et créole et connaissaient leur histoire des 2 côtés, le beau et le laid, le triomphant et le tragique. Ils étaient élevés par un village qui comprenait leur grand-mère Évangeline, leur tante de Louisiane et une famille choisie de personnes prospères et intègres qui incarnaient l'excellence sans arrogance. « Maman, regarde !» appela Malcolm, lui montrant la peinture qu'il avait faite, des tourbillons de couleurs qui lui rappelaient les couchers de soleil de Louisiane que son père avait aimés. « C'est toi, et nous, et grand-mère, et tous ceux qui nous aiment. »« C'est magnifique, mon bébé, dit-elle, s'agenouillant malgré sa robe de créateur pour examiner son travail correctement. Tu as l'œil artistique de ton arrière-grand-père. Amara courut vers eux, ses tresses volant au vent, portant un livre de poésie qu'elle tentait de lire. Maman, ça veut dire quoi héritage? Avant que Lupita ne puisse répondre, une voiture remonta la longue allée. Elle reconnut le véhicule, une location, modeste, rien à voir avec les voitures de luxe qui définissaient autrefois l'arrivée des Sambert n'importe où. Ils émergèrent lentement, tous les 4,
mais ils étaient à peine reconnaissables comme les personnes qui avaient autrefois terrorisé son existence. Eleanor, maintenant âgée de 76 ans, marchait avec une canne, ses cheveux complètement gris, ses vêtements de marque remplacés par une tenue simple et pratique. Harrison, maigre et voûté, faisait chacun de ses 78 ans. Geneviève avait pris du poids, sa perfection Instagram abandonnée pour la réalité. Et Alan. Alan avait l'air vide, comme un homme qui avait été vidé et jamais rempli à nouveau. « Restez ici, mes amours », dit Lupita à ses enfants, marchant vers les invités non invités tandis que son équipe de sécurité se mettait en position. « Nous savons que nous violons l'ordonnance de restriction, » dit immédiatement Harrison. « Nous sommes prêts à être arrêtés, mais nous devions venir. »« Pourquoi ?» demanda simplement Lupita. Eleanor fouilla dans son sac plus un Hermès, juste du cuir simple et sortit un dossier épais. « Nous avons passé 5 ans à faire ce que tu as dit, à vivre avec nos choix, et nous avons appris des choses. » Elle ouvrit le dossier, révélant des coupures de journaux, des photos, des emails imprimés. « Tu es constamment dans les nouvelles. Ta fondation a payé les études de droit de 300 étudiants. Ton livre pour enfants est un best-seller. L'art de Malcolm a été présenté dans cette exposition de galeries pour enfants prodiges, à Marali au niveau lycée. Vous nous surveillez. De loin, dit Alan doucement. Toujours de loin, sans jamais violer l'ordonnance jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons tout vu, chaque triomphe, chaque étape que nous avons manquée. Geneviève s'avança. Je suis une thérapie, une vraie thérapie, pas le genre où on paie quelqu'un pour être d'accord avec soi. Nous avons affronté ce que nous étions, ce que nous avons fait. Elle sortit son téléphone, montrant un écran à Lupita. Je fais du bénévolat dans un centre communautaire du Bronx, j'enseigne gratuitement l'usage des réseaux sociaux aux enfants. Le directeur ne sait pas qui je suis. J'utilise mon deuxième prénom. Mais j'essaie de rendre quelque chose, n'importe quoi, pour compenser ce que j'ai pris. Harrison s'éclaircit la voix. J'ai témoigné contre mes anciens associés, contre les politiques de mon ancienne entreprise. J'ai aidé à faire condamner 17 cadres pour discrimination. Je suis connu comme le traître qui s'est retourné contre les siens. C'est la seule chose utile que j'ai jamais faite. Et j'enseigne, dit Eleanor, sa voix plus forte, l'anglais langue seconde aux immigrants. Les gens que je pensais autrefois inférieurs sont maintenant ceux qui m'enseignent la résilience, le courage, comment recommencer quand tout est perdu. Alan n'avait pas parlé au-delà de ses premiers mots. Il se tenait un peu à l'écart, regardant au-delà de Lupita vers l'endroit où les enfants jouaient, visible à travers la porte du jardin. C'est eux? Murmura-t-il. Lupita se tourna pour regarder ses enfants. Amara lisait pour Malcolm maintenant, sa voix claire et confiante. Ils étaient dorés dans la lumière de l'après-midi, parfaits dans leur innocence, complets dans leur sécurité. Oui, dit-elle simplement. Ils sont magnifiques, souffla Eleanor. Ils sont si beaux. Ils sont tout ce que vous craignez, dit Lupita. Fièrement noirs, brillamment métissés, culturellement riches, complètement eux-mêmes. Ils savent que leur valeur vient de l'intérieur, pas de la validation des autres. Ils parlent avec la voix de leurs ancêtres et rêvent avec des possibilités illimitées. Nous savons, dit Harrison. Nous savons ce que nous avons perdu. Nous savons ce que nous avons jeté. Nous ne sommes pas ici pour demander le pardon, ou un accès, ou quoi que ce soit que nous ne méritons pas. Alors pourquoi êtes-vous ici? Alan prit enfin pleinement la parole. Pour te donner ceci. Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un document juridique. Nous renonçons par signature à toute prétention à l'héritage, à tout futur procès, à toute possibilité de contester tes choix, expliqua-t-il. Mais plus que cela, nous quittons le pays. La sœur d'Eleanor en Écosse va nous héberger. Nous ne vous dérangerons plus jamais. Mais nous avions besoin que tu saches, dit Eleanor, les larmes coulant librement, que tu as gagné. Pas seulement l'argent, ou la garde, ou la vengeance. Tu as gagné parce que tu avais raison sur tout. Nous étions des monstres habillés en vêtements de créateurs. Nous étions du poison enveloppé dans du privilège, et tu as sauvé tes enfants de nous. Lupita les regarda vraiment. Ils étaient brisés, mais peut-être que dans cette brisure, ils avaient trouvé quelque chose ressemblant à de l'humanité. Trop tard pour que cela compte, mais réel néanmoins. Maman? Appela la voix d'Amara. On peut montrer nos peintures à nos nouveaux amis?
Les Sambert se figèrent en entendant sa voix pour la première fois. Claire, confiante, sans fardeau. J'arrive tout de suite, chérie, répondit Lupita, puis elle fit face aux Sambert une dernière fois. Vous voulez savoir ce qu'est la victoire, dit-elle. La victoire, c'est que mes enfants ne connaissent jamais un moment de doute sur eux-mêmes à cause de leur race. La victoire, c'est qu'ils soient entourés de professionnels noirs qui réussissent et qui leur montrent quotidiennement que l'excellence a de multiples visages. La victoire, c'est qu'ils connaissent leur histoire, toute leur histoire, et qu'ils restent fiers. Elle fit un geste vers la maison. La victoire, c'est Sterling Blackwood qui est leur parrain, enseignant à Malcolm les affaires tout en respectant son âme d'artiste. La victoire, c'est la juge Cordelia Ashford qui enseigne la justice et le droit à Amara. La victoire, c'est leur grand-mère Evangeline qui leur raconte des histoires d'ancêtres qui ont survécu à l'insurmontable. Mais la plus grande victoire? Elle regarda directement Alan. La plus grande victoire, c'est qu'ils ne savent pas que vous existez. Vous n'êtes pas les méchants de leur histoire parce que vous n'êtes pas dans leur histoire du tout. Ils n'ont pas de vide là où des grands-parents paternels devraient être, parce que cet espace est rempli par une famille choisie qui a gagné sa place au quotidien. Eleanor sanglota doucement. Harrison posa une main tremblante sur son épaule. Tu t'es battu pour eux, dit Geneviève. Quand nous avons essayé de les prendre, tu t'es battu. Je ne me suis pas battu pour eux, corrigea Lupita. Je me suis battu pour le droit de les élever loin de votre poison. Il y a une différence. Une voiture arriva. La Tesla de Sterling, pile alors pour les leçons de piano des enfants. Il émergea, vit les Sambert et se plaça immédiatement aux côtés de Lupita. Tout va bien, demanda-t-il, sa présence formant un mur de protection. Il partait juste, dit Lupita. Pour toujours. Alors que les Sambert se tournaient pour partir, Alan regarda en arrière une dernière fois. Connaissent-ils mon nom? Non, dit Lupita avec finalité. Ils savent que leur père était quelqu'un qui ne pouvait pas les aimer correctement, alors je les ai aimés 2 fois plus fort. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Les Sambert montèrent dans leur voiture de location et s'éloignèrent. Lupita savait que c'était la dernière fois qu'elle les voyait. Ils iraient en Écosse, vivraient en exil, et finiraient par mourir, sachant qu'ils avaient perdu non seulement une bataille juridique, mais la chance de connaître 2 âmes extraordinaires. Maman. Malcolm accourut, attrapant sa main. Viens voir. Amara a écrit un poème sur notre famille. Alors que les enfants l'entraînaient vers la maison, bavardant avec excitation de leur journée, Lupita sentit le dernier poids du passé quitter ses épaules. Derrière eux, la voiture de location disparut sur la route, emportant avec elle les derniers vestiges d'un héritage toxique. Dans le jardin, Amara se tenait sur une petite estrade qu'ils avaient construite pour les spectacles, sa voix claire et forte. Nous sommes les enfants des survivants et des vivants, nés d'un amour qui a vaincu la haine, triomphant. Nous portons les chants des eaux de Louisiane, et des rêves qui refusent d'attendre la manne. Nous sommes Malcolm et Amara, noirs, beaux et libres, la plus grande victoire de notre mère, destinée à vivre. Le petit public et Evangeline, Sterling et sa famille, diverses tantes et cousins éclata en applaudissements. Lupita souleva sa fille de l'estrade, la serrant contre elle tandis que Malcolm enroulait ses bras autour d'elle deux. « Maman, pourquoi tu pleures » demanda Malcolm, inquiet. « Des larmes de joie, mon amour » dit-elle en embrassant leur front. « Les larmes les plus heureuses du monde. » Sterling leva une coupe de champagne. « À Lupita Harris, dit-il, qui nous a montré à tous que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de construire une vie si belle qu'ils deviennent insignifiants. Aux jumeaux, ajouta Evangeline, qui ne connaîtront jamais le poids de l'amour conditionnel. À l'avenir, dit Lupita, levant son propre verre, qui appartient à ceux qui sont assez courageux pour le revendiquer. Alors que les célébrations se poursuivaient dans la soirée, Lupita s'éloigna un instant, regardant l'océan. Elle repensa à ce matin de Noël, 5 ans auparavant, quand elle avait tendu à Alan ces 2 enveloppes qui avaient tout changé. Elle savait alors ce qu'elle faisait, elle ne cherchait pas seulement la vengeance, mais la libération. La plus grande victoire n'était pas qu'elle avait gagné, c'était que ses enfants n'auraient jamais à mener la même bataille. Ils grandiraient dans un monde où leurs valeurs seraient incontestées, leur brillance attendue, leur couleur célébrée. Ils ne s'assoiraient jamais à une table où ils seraient tolérés plutôt que chéris. Au loin, un avion passait au-dessus de leur tête, emportant peut-être les Sambert vers leur exil volontaire. Lupita ne le regarda pas partir. Au lieu de cela,
elle se retourna vers sa famille, sa vraie famille, et rejoignit la célébration d'une vie reconstruite sur les cendres de ce que d'autres avaient essayé de brûler. Les papiers de Noël avaient été le début, mais ceci était la fin qu'elle avait toujours méritée. Non pas avec les larmes, les supplications ou les excuses brisées des Sambert, mais avec leur complète insignifiance face à la belle vie qu'elle avait construite sans eux. La plus grande vengeance était une vie bien vécue, et Lupita Harris l'avait vécue magnifiquement.